à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'avoir accepté cette, nouvelle invitation d'Arc Cité pour suivre ce cycle de webinaires dédié à l'intelligence artificielle au service de l'information géographique. Alors, ce webinaire est, le second volet d'une série d'expertises proposées par Arc Cité et traitant de la GeoIA. Le premier webinaire, qui s'est déroulé fin juin 2023, était un porté à connaissance de quelques clés de compréhension sur cette thématique. Cette seconde partie aujourd'hui a pour but d'aller plus loin dans la démarche du machine learning au service de la donnée. Et nous avons l'honneur et le plaisir de partager ce webinaire avec le Swiss Territorial Data Lab que je vous présenterai dans quelques instants. Le troisième volet, sous forme d'audit et d'assistance technique sur mesure, sera individualisé au service de votre propre stratégie de la donnée. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? On est sur une durée totale de 2 heures. La présentation, de Niels et puis de Gwenaël va durer à peu près 1h30, 1h40 en fonction. Et puis, la modération, les échanges, les questions-réponses, vont se dérouler à la fin, de ce webinaire et dureront entre 20 et 30 minutes. Alors, vos interlocuteurs du jour. Je suis Fabrice Lartigou, je serai, votre modérateur. Le premier intervenant, sera monsieur Niels Hamel. Il est en charge, de la GeoIA, chez Arctité. Il est développeur SIG et data scientist. Et puis la seconde intervenante sera, madame Gwenaëlle Salamin, qui est géodata scientist au Swiss Territorial Data Lab. Alors, ce webinaire, n'est pas interactif en live. Vos micros et vos caméras sont donc, par défaut coupés. S'ils ne le sont pas, je vous demanderai de bien vouloir ici les désactiver afin de ne pas générer d'interférences, sonores ou visuelles pour cette séance. Alors, elle n'est pas interactive en mode live, ça veut dire que si vous posez des questions, on n'y répondra pas en direct. Mais par contre, vous pouvez très, très bien et je vous invite évidemment à poser des questions sur la partie Q&R qui est accessible, le panneau est accessible à partir de ce bouton. Ce que je ferai en tant que modérateur, c'est que je recenserai et je regrouperai l'ensemble des questions pour un temps d'échange avec Niels et Gwenaël, qui est prévu donc dans la dernière partie, de ce webinaire après les 2 présentations. Donc n'hésitez pas à utiliser ce panneau Q&R et à poser vos questions. Je les regrouperai pour en faire, une série d'échanges. Alors, 2 mots de présentation sur, les 2 organismes Arc-Cité et le STDL. D'abord Arc-Cité. Arc-Cité est un cabinet d'ingénieurs conseils en information géographique. Nous avons, plus de 20 ans d'expérience maintenant. Nous sommes une trentaine de collaborateurs entre la Suisse et les différentes agences entre la Suisse et la France. Nous avons de très nombreuses références. On a la chance d'avoir pu et de continuer de travailler dans de très nombreux pays à l'étranger. Globalement, considéré qu'Arcité a une approche résolument qualité RSE, nous sommes certifiés ISO 9001 et ISO 14001. Le cœur de notre métier, c'est bien l'information géographique. L'ensemble de nos activités vont du conseil au renforcement des capacités, en passant par le développement d'applications métiers sur mesure de l'information géographique. Nous sommes un organisme de formation professionnelle certifié Calliope. Vous avez à votre disposition un portail dédié à la formation sur formation.sij.com. Sachez que Arcité, depuis très très longtemps, travaille dans la recherche et l'innovation sur différents sujets. Le sujet qui nous importe aujourd'hui est l'intelligence artificielle au service de l'information géographique. C'est un des axes de développement de notre activité. Comme je vous l'indiquais en introduction, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire le STDL. Alors le Swiss Territorial Data Lab est une initiative suisse financée par la stratégie suisse pour la géo-information.
Quel est son but? C'est d'encourager l'innovation dans les différentes administrations publiques. Elle a plusieurs missions. La première mission est de proposer un espace d'expérimentation pour favoriser l'innovation collective au sein des cantons et de la Confédération. Et puis, c'est de trouver également un nouveau moyen de valoriser les données du territoire grâce à la science de l'information géographique et de la donnée. Et puis enfin, sa dernière mission est de combler ce fossé qu'il y a trop souvent, évidemment, entre les résultats de la recherche et puis la résolution de problématiques concrètes des administrations publiques. Gwenaël fera une démonstration par l'exemple tout à l'heure dans la deuxième partie de ce webinaire. Alors, commençons juste quelques instants par un retour sur les thèmes abordés lors du premier webinaire qui s'est déroulé en juin 2023. Nous avons vu l'histoire et l'émergence de l'intelligence artificielle suite à différentes techniques et l'introduction de réseaux de neurones, l'outil à la base de l'intelligence artificielle. On a vu également cette notion de réseau, son fonctionnement, son architecture et en quoi consiste l'apprentissage, la détermination des poids au travers de calculs d'optimisation. Enfin, on a vu également des cas d'usage en lien avec la géo-information et les différentes utilisations de l'intelligence artificielle. Et puis, nous avons conclu sur un tour d'horizon des applications et des perspectives possibles dans la géo-information. Conclusion de ce premier volet, c'était de montrer que l'intelligence artificielle a évidemment des avantages, mais aussi des inconvénients avec des perspectives et des limites. Alors vous pouvez retrouver l'enregistrement de ce premier webinaire sur l'espace YouTube d'Arc-Cité dont vous avez le lien ici. N'hésitez pas à revenir sur ce premier volet pour prendre connaissance des notions de base. Alors, ce second webinaire aujourd'hui va se dérouler en deux parties. Une première partie sur la théorie de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle par Niels. Et puis une deuxième partie qui est une application concrète de la démarche d'intelligence artificielle par Gwenaël. Je vous souhaite un bon webinaire. Et puis, je vous invite de nouveau à poser toutes vos questions sur la partie Q&R de Teams. Et je passe tout de suite la parole à Niels qui va nous présenter cette première partie. Bon webinaire à tous. Merci Fabrice. Écoutez, bienvenue pour cette partie théorique qui constituera la première partie de ce webinaire. Donc ici, dans cette partie théorique, on va essayer de faire un petit peu écho aux éléments qu'on avait un peu introduits dans le premier webinaire. Et on va essayer de regarder un petit peu plus dans le détail. On va aller un petit peu approfondir ces différents aspects. Et vraiment, ici, on va essayer de se concentrer sur ce qu'on pourrait appeler la mise en œuvre de l'IA. Donc, vraiment essayer de regarder le détail des différentes étapes qui sont nécessaires pour essayer de mettre en place une démarche IA pour réussir à obtenir un outil au travers de l'IA. Donc, on ira au travers de ces grandes étapes. Donc, il y aura évidemment l'étape qu'on pourrait appeler principale, donc là, ce qui consiste à à initier une solution IA, donc tout ce qui concerne cet aspect d'entraînement. Donc ça, ce sera la partie la plus fournie, donc elle est chapitrée. Donc on ira au travers des sous-étapes de cette grande étape de mise en œuvre de l'IA. On s'intéressera ensuite à la mise en œuvre, c'est-à-dire opérationnelle, c'est-à-dire une fois qu'on a obtenu un outil IA efficace, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cela signifie de le mettre en opération. Et on terminera aussi par une autre grande étape qui est le suivi de cette utilisation opérationnelle d'une solution IA. Évidemment, on finira par une petite synthèse, mais on commence tout d'abord par essayer de cerner un tout petit peu plus les objectifs de cette partie théorique de ce webinaire. Donc ici, vraiment, les objectifs de ce webinaire, de cet aspect théorique de ce webinaire, c'est vraiment d'essayer de comprendre cette démarche IA et vraiment d'essayer de comprendre ce qu'on pourrait appeler les coûts de la mise en œuvre de l'IA. Vraiment, ici, on va se focaliser dans un contexte évidemment géographique. On va essayer de regarder quelles sont ces grandes étapes de mise en œuvre de l'IA. On va essayer de comprendre aussi quelle est la complexité de ces différentes étapes. Et on va aussi essayer de petit peu mieux comprendre finalement d'où viennent les résultats de l'IA. L'IA est effectivement un outil dont on parle beaucoup, mais des fois on a un petit peu de mal à comprendre réellement d'où viennent les résultats qui sont produits par l'IA.
Donc, c'est vraiment l'objectif ici, c'est d'essayer de vous mettre les clés en main pour essayer de comprendre pourquoi l'IA performe parfois de façon efficace et pourquoi, dans certaines circonstances, on peut avoir de mauvaises performances à travers le déploiement d'une solution IA. Donc ici, vraiment, c'est essayer de comprendre cette notion de mise en œuvre de l'IA, vraiment dans un contexte géographique, en partant de la donnée jusqu'à un outil opérationnel que l'on peut déployer en tant qu'outil. Donc ici, l'idée, c'est vraiment aussi d'essayer de vous mettre les clés en main pour mieux aborder, mieux comprendre les outils qui sont en train d'apparaître et qui donnent accès à la mise en œuvre de l'IA dans un contexte géographique. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de commencer par cette première grande étape. Donc, c'est vraiment l'entraînement, c'est-à-dire la mise en place de la solution IA. Donc, elle est faite de sous-étapes que nous détaillerons d'un point de vue technique. On regardera ensuite effectivement comment on utilise cette solution une fois qu'on a réussi à l'entraîner. Mais on va commencer d'abord par cette première sous-partie de cette grande étape qui est l'entraînement, la mise en place d'une solution IA, qui est donc le choix du problème et l'analyse du problème auquel on cherche à se confronter. Donc évidemment, ça c'est la première étape, c'est une étape qui est importante, c'est de bien analyser, de bien comprendre le problème auquel on se confronte et qu'on va chercher à résoudre au travers de l'IA. Donc ici, il y a un certain nombre de questions qui sont importantes et qui doivent être posées initialement avant d'amorcer une démarche IA. Donc ici, une des premières questions que l'on doit se poser, c'est est-ce que vraiment l'élément sur lequel on va s'attarder est quelque chose qui est suffisamment clair? Est-ce qu'il a suffisamment de caractéristiques? Est-ce qu'il est suffisamment discriminable par rapport aux différents autres éléments qui pourraient apparaître dans les données qu'on considère? Une question corollaire qui est un petit peu plus subtile, qui est est-ce que le concept de cet élément est-il lui aussi bien circonscrit? Est-ce qu'on le comprend correctement? C'est une question plus subtile qu'on avait un petit peu abordée dans le premier webinaire au travers de cet exemple des bâtiments, où on a vu qu'un concept aussi simple que celui de bâtiment peut quand même conduire à des questions qui sont parfois un petit peu déroutantes. Une autre question importante, c'est vraiment est-ce que cet élément que l'on cherche à détecter avec une solution IA est quelque chose qu'on peut réellement distinguer? Donc, est-ce qu'il ne va pas être trop confondu avec d'autres éléments territoriaux qui pourraient avoir des caractéristiques similaires? Finalement, une autre question qui est importante, c'est est-ce qu'on a effectivement les données à disposition? Est-ce qu'on va réellement pouvoir mettre en place les données nécessaires pour pouvoir entraîner une solution IA pour résoudre le problème auquel on se confronte? Donc, ce sont des questions qui sont très importantes à se poser d'emblée avant de mettre en œuvre une solution IA parce que ça va nous éviter un certain nombre de surprises et surtout, ça va nous éviter d'essayer de faire un certain nombre d'efforts de mise en œuvre de l'IA dans des contextes où finalement on aurait pu déterminer dès le départ que l'IA ne pouvait pas résoudre le problème auquel on se confronte. Donc, c'est des questions qui sont un petit peu déroutantes quand on est nouveau par rapport à ce domaine de l'IA, mais c'est des réflexes qui doivent se mettre en place et à force d'expérience, c'est quelque chose qui sera de plus en plus facile et automatique, non seulement de se poser ces questions, mais aussi d'y répondre. Alors ici, pour un petit peu guider notre webinaire, on vous propose ici de prendre un petit cas d'usage, donc un exemple qui va nous servir un petit peu de fil rouge au travers de ce webinaire. Donc c'est un cas simple qui consiste en la détection des bâtiments sur les images aériennes et c'est une sorte de fil rouge que l'on va utiliser tout au long de ce webinaire pour essayer d'illustrer, donner une illustration concrète de tous les aspects théoriques que l'on va discuter au travers de cette partie théorique de ce webinaire. Donc ici, en se focalisant sur la détection des bâtiments, on se focalise un peu sur ce qu'on appelle la détection d'objets. Donc on va un tout petit peu perdre en généralité par rapport à la démarche IA, mais on va garder quand même toutes les grandes étapes nécessaires de la mise en œuvre de l'IA. Et normalement, on gardera une vue assez ample de cette mise en œuvre. Donc ici, évidemment, la détection des bâtiments n'est pas choisie au hasard, c'est quelque chose qui va satisfaire les questions qu'on vient de se poser. Donc c'est un objet qui est plutôt clair, le concept l'est aussi, même si effectivement il y a parfois des questions assez déroutantes qui se posent, même dans un cas comme celui-là. C'est un élément qui est distinguable, il ne pose pas trop de problèmes, il n'est pas trop confondu avec d'autres éléments territoriaux. Et évidemment, concernant les bâtiments, on a une donnée qui est abondante, qui est très disponible et qui ne pose pas de problème. Donc c'est vraiment un fil rouge qu'on va utiliser tout au long de ce webinaire qui nous servira avec un exemple concret, très parlant, qui nous permettra d'illustrer les différents aspects et concepts théoriques que l'on va regarder. Alors, une fois qu'on s'est posé les questions, une fois qu'on a compris effectivement qu'on pouvait engager de l'IA par rapport à un problème auquel on se confronte, il va falloir que l'on mette en place le corpus. Donc ce corpus, c'est ce qu'on avait vu au précédent webinaire, c'est vraiment ce qui reste au centre de la démarche IA, c'est vraiment ce que l'on va utiliser pour circonscrire le problème afin de pouvoir l'expliquer au réseau de neurones et lui faire comprendre le problème que l'on cherche à résoudre.
Alors tout d'abord, quand on commence avec la mise en œuvre, avec la mise en place d'un corpus, la première chose que l'on doit faire, c'est choisir une zone de travail. Donc cette zone de travail est importante parce que c'est de cette zone qu'on va extraire des exemples qui vont constituer notre corpus. Et donc c'est sur cette zone-là que notre réseau de neurones va apprendre à résoudre le problème auquel on se confronte. Donc c'est une zone en général qu'on va choisir relativement vaste parce qu'il faut en effet que cette zone soit représentative de l'élément territorial que l'on cherche à détecter, donc tant en termes de ses caractéristiques, mais aussi en termes du contexte territorial dans lequel il peut apparaître. Donc il faut, pour mettre en place un corpus, avoir beaucoup d'exemples variés que l'on va pouvoir extraire de cette zone de travail. Elle doit quand même rester relativement raisonnable pour obtenir quand même un corpus qui reste gérable d'un point de vue informatique et qui ne conduise pas à des données trop volumineuses. Alors, une fois qu'on a choisi une zone, quand on cherche à choisir une zone de travail, on a essentiellement deux grandes possibilités. Donc, on peut choisir soit une zone qui est continue, soit une zone qui est éparse, qui est faite de morceaux disparates sur le territoire. Alors, une zone continue a un avantage intéressant, c'est que c'est une zone qui sera assez homogène et donc on va maximiser la probabilité que les données soient assez homogènes, qu'elles viennent de sources assez limitées. Et du coup, on aura un corpus qui sera techniquement plus simple à mettre en place si on utilise une zone continue. Par contre, une zone éparse, elle, aura plus facilement une représentativité plus importante de l'objet que l'on cherche à détecter. Par contre, elle demandera peut-être plus d'efforts techniques parce qu'effectivement, dans le cas d'une zone éparse, il y aura peut-être des données à aller chercher à différents endroits. Donc, il va falloir mettre en place des efforts de collecte de cette donnée et de fusion de cette donnée pour pouvoir la transformer en un corpus. Donc ici, le choix entre une zone continue et une zone éparse est essentiellement déterminé par la donnée qui est disponible, par la disponibilité de la donnée, mais aussi par la complexité de l'élément à détecter. Plus un élément est complexe, plus il va falloir essayer de mettre en place un corpus représentatif et donc on aura peut-être plus la possibilité de partir sur des zones éparses. Donc, il faut essayer de trouver un espèce d'équilibre entre la représentativité de l'objet que l'on aura dans notre zone de travail et les données qui sont disponibles par rapport à ces différentes zones de travail. Alors, une fois qu'on a choisi notre zone de travail, la zone sur laquelle on va extraire notre corpus, il va falloir la soumettre au réseau de neurones afin qu'il puisse apprendre de cette zone. Évidemment, un réseau de neurones, lui, a une capacité d'ingestion de données qui est limitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner un gros morceau territorial, il va falloir que l'on découpe cette donnée, cette zone de travail, pour pouvoir la donner morceau par morceau au réseau de neurones. On va donc procéder à ce qu'on appelle un tuilage, donc un découpage de cette zone de travail en des tuiles géographiques, et on va pouvoir soumettre ces tuiles individuellement au réseau de neurones. Usuellement, on va essayer d'utiliser des tuiles qui sont relativement possibles. En IA, il n'est pas rare effectivement d'avoir des tuiles qui peuvent avoir 256 pixels de côté, ce qui peut paraître assez faible au regard des standards d'image actuels. Mais dans la majorité des cas aussi, on va se contenter de prendre des tuiles carrées. En effet, il n'y a pas tellement de raison de nécessité d'utiliser autre chose que des tuiles carrées. On peut aussi avoir un tuilage qui va recouvrir entièrement la zone de travail. On peut aussi avoir un tuilage qui va être strictement inscrit dans la zone de travail. Donc ça, ce sont des petits détails techniques qui vont dépendre de notre capacité réelle à certifier du contenu de chaque tuile. Alors, une fois qu'on a compris qu'il fallait réaliser ce tuilage, ce découpage de la zone de travail, il va falloir que l'on définisse une stratégie pour cette découpe. Donc, on a essentiellement trois grandes questions qui vont nous guider pour essayer de mettre en place cette stratégie. La première question, c'est quelle résolution à donner pour nos tuiles? Est-ce qu'on veut favoriser des résolutions faibles ou plutôt des résolutions élevées? On va aussi devoir se poser la question de la taille géographique ou de la surface géographique des tuiles que l'on va définir. Est-ce qu'il faut favoriser des petites tuiles en grand nombre ou des tuiles plus grandes mais en nombre plus restreint? Et une troisième question qui est intéressante, c'est est-ce qu'on doit finalement considérer toutes les tuiles que l'on va obtenir lorsqu'on va découper notre zone de travail? Donc évidemment, pour répondre à ces trois questions, ça va dépendre en grande partie de l'élément que l'on cherche à détecter, son aspect, ses caractéristiques territoriales. Mais dans tous les cas, on va quand même essayer de garder un nombre de tuiles qui soit raisonnable. Alors, il faut qu'il soit élevé pour avoir une bonne représentativité, mais on va quand même essayer de garder des corpus qui sont relativement raisonnables, qui sont gérables. En plus, on va essayer toujours d'avoir la résolution la plus grossière que possible. Ici, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'alléger les tuiles au maximum et de limiter les temps de calcul, notamment pendant l'entraînement, que va engendrer le corpus que l'on va calculer.
Donc ces paramètres, que ce soit la résolution ou la taille géographique de ces tuiles, sont typiquement des aspects qui seront optimisés. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un certain nombre d'entraînements successifs qui vont nous permettre de faire varier légèrement ces différents paramètres pour essayer de trouver les paramètres les plus optimaux pour découper notre zone de travail. Alors, on peut commencer par le choix de la résolution. Donc, il s'agit vraiment ici de la taille en pixels de nos tuiles, donc la taille que l'on va donner à nos tuiles territoriales. Donc, évidemment, pour fixer la résolution, on va se laisser guider essentiellement par les caractéristiques de l'objet que l'on cherche à détecter. Donc, il faut impérativement que les caractéristiques de l'objet que l'on cherche à détecter soient suffisamment claires et visibles avec la résolution que l'on va choisir. Donc, il faut choisir une résolution en conséquence. On va quand même essayer de garder, dans tous les cas, une résolution qui est la plus grossière possible. Donc là, vraiment, on va essayer de limiter cette complexité des tuiles et la lourdeur de ces tuiles et du corpus. Donc c'est une étape qui n'est pas réellement simple. On commence souvent par se laisser guider par notre intuition, et ensuite, cette intuition, on va légèrement l'affiner, l'optimiser avec un certain nombre d'entraînements successifs que l'on conduira souvent de façon systématique afin d'ajuster ce paramètre de résolution. Alors une fois qu'on a... pardon. Si on illustre ça avec notre problème fil rouge, donc cette idée de détection des bâtiments sur des images aériennes, donc si on regarde par exemple l'image de gauche, on voit clairement ici un choix de résolution qui est beaucoup trop faible, donc on distingue à peine les bâtiments, mais on ne voit pas leurs caractéristiques. Donc ici, c'est typiquement une résolution qui est trop grossière, où on n'aura pas suffisamment de caractérisation des objets pour pouvoir les détecter. Sur l'image de droite, on voit un bâtiment qui est vu de beaucoup plus près. Donc ici, on voit vraiment que le bâtiment est vu avec toutes ses caractéristiques. Alors c'est quelque chose qui fonctionnerait, mais c'est quelque chose qui est aussi assez lourd. Donc c'est une résolution qui montre un petit peu trop les caractéristiques de l'objet, c'est-à-dire que les caractéristiques consomment d'une certaine manière un peu trop de pixels. Donc ici, ce que l'on va chercher un petit peu à faire, c'est un compromis, et on a l'image centrale qui va nous donner une résolution qui est assez correcte pour le problème de détection des bâtiments sur les images aériennes, où on voit clairement les bâtiments, on les voit apparaître dans leur contexte, on voit leurs caractéristiques essentielles, mais on arrive à garder une résolution qui est relativement grossière et donc des tuiles qui ne sont pas trop lourdes. Alors ici, quand il est question de ce choix de résolution, on n'a pas de recette miracle malheureusement, donc on doit se laisser un petit peu guider par notre intuition dans un premier temps, et c'est ensuite, au travers d'entraînements successifs et d'optimisation des paramètres d'entraînement, qu'on va réussir à dégager la résolution qui est la plus efficace et qui permet aussi la plus grande légèreté de notre corpus. Alors ensuite, une fois qu'on a fixé le choix de la résolution, il va falloir s'attaquer au choix de la taille géographique, donc de la surface de nos tuiles qui vont donc recouvrir notre zone de travail. Donc il faut évidemment garder à l'esprit que quand on va fixer la taille géographique, on devra certainement retourner vers la résolution et peut-être l'ajuster un petit peu. Donc on a toujours ce jeu où l'un dépend de l'autre, donc la résolution dépend de la surface et inversement. Ici, pour choisir la taille géographique de nos tuiles, on est essentiellement guidé par deux grandes questions. Donc, on a tout d'abord la zone de travail. Donc, si on a choisi une zone de travail qui est très grande, qui est très ample, on va avoir naturellement tendance à choisir des tuiles qui sont assez larges pour essayer de limiter le nombre de tuiles qui vont recouvrir cette zone de travail. Mais il y a aussi la nature de l'objet qui va aussi nous guider quant au choix de la taille territoriale de nos tuiles. En effet, plus un objet est grand, plus il est vaste d'un point de vue territorial, plus on va avoir tendance à choisir des tuiles grosses pour essayer de voir l'objet dans toute sa complexité, dans tout son ensemble. Donc là, vraiment, c'est aussi une question d'équilibre. Il faut trouver une espèce d'équilibre entre la résolution qu'on va utiliser pour nos tuiles, ainsi que leur surface géographique pour répondre aux nécessités du réseau de neurones, donc c'est-à-dire d'avoir un objet qui apparaît avec toutes ses caractéristiques pour qu'il soit suffisamment reconnaissable et que le réseau de neurones soit capable de le discerner par rapport aux autres éléments qui pourraient apparaître sur l'image. Alors, une fois qu'on a défini notre stratégie de tuilage, on va pouvoir procéder aux découpes de la zone de travail. Donc, on va utiliser ces caractéristiques de taille et de résolution pour découper l'image aérienne que l'on a choisie sur notre zone de travail. Donc ici, c'est vraiment la première partie de notre corpus. Donc ce sont les tuiles territoriales, c'est les éléments qui vont entrer dans le réseau de neurones. Mais il manque une autre partie pour finaliser notre corpus, comme on l'avait vu la dernière fois, c'est ce que l'on appelle les annotations. Donc les annotations, c'est ce qui va indiquer sur chacune de ces tuiles au réseau de neurones exactement ce que l'on cherche à détecter. Donc ici, dans notre cas, il faudra marquer par exemple la présence des bâtiments sur les images aériennes afin que le réseau de neurones puisse comprendre que ce sont bien les bâtiments qu'on cherche à détecter. Donc, dans un certain nombre de cas, on peut s'appuyer sur des couches existantes. Donc, typiquement, dans le cas des bâtiments, c'est une information qui va exister sous la forme de couches géographiques préexistantes. Il faudra quand même qu'on vérifie la compatibilité de ces annotations, donc de ces couches géographiques,
en perspective des images pour bien vérifier qu'on a une cohérence entre les deux. Souvent, évidemment, quand on utilise de l'IA, on va s'intéresser à des objets justement qui échappent à ces données territoriales, qui ne font pas l'objet de couches disponibles. Et du coup, dans ces circonstances-là, sur chaque tuile que l'on a définie avec notre stratégie de découpage, il va falloir annoter manuellement la présence de l'objet. Donc ça illustre bien un des coûts les plus importants de la mise en œuvre de l'IA, c'est vraiment cette notion de devoir annoter, de devoir faire un effort d'annotation pour pouvoir faire comprendre le problème au réseau de neurones. Donc, c'est d'autant plus coûteux dans ces circonstances de faire des annotations que souvent les objets sont assez subtils, en tout cas plus subtils qu'on l'imagine, et il faut souvent le concours d'un expert métier pour pouvoir réaliser cette annotation, ou au moins, à minima, de pouvoir valider cette annotation. Alors, une dernière question qui reste en suspens qu'on s'était posée, c'est la question de doit-on conserver toutes les tuiles qui constituent notre corpus qui ont été obtenues par le découpage de notre zone de travail? En effet, cette question est légitime parce que les annotations peuvent manquer sur certaines tuiles. Si on prend l'exemple des bâtiments, par exemple, si on a une tuile territoriale qui nous montre, je ne sais pas, par exemple, un morceau de forêt, elle peut tout à fait ne comporter aucun bâtiment. Et donc, cette tuile n'aura pas d'annotation. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on doit garder ces tuiles qui n'auront aucune annotation, aucune information de l'élément qui nous intéresse? Alors, le plus souvent, dans la pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les éliminer. La raison sous-jacente à cette élimination, c'est qu'il n'y a pas réellement de nécessité de conserver ces tuiles. En effet, les tuiles qui ont des annotations vont nous montrer suffisamment d'exemples de non-objets qui nous intéressent. Donc, par exemple, dans le cas des bâtiments, d'exemples de non-bâtiments, pour qu'il soit nécessaire de rajouter encore des tuiles qui montrent plus d'exemples de non-éléments qui donc sont vides d'annotation. Alors, on pourrait, dans certains cas, souhaiter garder ces tuiles vides. En effet, dans un certain nombre de cas, on peut avoir un réseau de neurones qui a tendance à faire un certain nombre de fausses détections. Et ces fausses détections peuvent un peu polluer les prédictions qu'on va obtenir au travers de l'outil. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être contrebalancé justement en utilisant des tuiles vides. Mais la plupart du temps, on va vraiment attendre d'être confronté à ce problème pour considérer ces tuiles vides. Et la plupart du temps, on va les éliminer de notre corpus, qui permet aussi un petit peu de l'alléger. Alors, à partir de là, donc, on a compris cette notion, cette nécessité de constituer un corpus. On a vu un petit peu les contraintes que cela implique. Ce que je vous propose ici, c'est de regarder un petit peu un exemple concret. Et pour illustrer cette notion de constitution de corpus, je vous propose donc qu'on reparte sur notre problème fil rouge, donc la détection des bâtiments sur les images aériennes. Et donc, on peut faire cet exercice d'analyse du problème. Donc, est-ce que l'objet est clair et reconnaissable? Dans le cas du bâtiment, effectivement, c'est quelque chose auquel on peut répondre assez facilement. Le concept sous-jacent de bâtiment est lui aussi assez clair, il n'y a pas trop de problème, même si, comme on l'a vu au dernier webinaire, il y a quand même quelques questions parfois un peu déconcertantes qui peuvent se poser. Normalement, les bâtiments ne sont pas trop confondus avec d'autres éléments territoriaux. Donc, en plus, on a des données qui sont abondantes, on a des images abondantes et des annotations qui sont abondantes pour le cas des bâtiments. Donc ici, avec ces questions-là, on peut effectivement comprendre qu'on peut réellement aborder le problème de la détection des bâtiments avec le déploiement d'une solution IA. On doit donc commencer par choisir une zone de travail. Il va falloir qu'on définisse une stratégie de découpage de cette zone de travail qui soit adaptée à la détection des bâtiments. Et ensuite, on va pouvoir adjoindre des annotations afin d'expliquer au réseau de neurones ce qu'on cherche à faire. Or, dans le cas de la détection des bâtiments, en fait, en Europe, on a l'embarras du choix. En effet, concernant les bâtiments, quasiment toutes les zones en Europe peuvent servir de zone de travail. On veillera quand même à tenir compte de ce qu'on pourrait appeler les spécificités architecturales de l'endroit sur lequel on va travailler. En effet, concernant les bâtiments, il peut y avoir un certain nombre de spécificités architecturales dont il va falloir tenir compte, parce que si l'on change ces spécificités architecturales, on pourrait avoir un réseau de neurones qui pourrait baisser en performance. Alors, il faut aussi garder à l'esprit que ça, ce n'est pas un problème insurmontable dans le sens où on pourra toujours un peu respécialiser un réseau de neurones afin qu'il s'adapte à ces spécificités architecturales, mais on gardera quand même cet élément en tête. Donc, il faut choisir une zone qui soit suffisamment raisonnable. Ici, avec une zone raisonnable, on peut tout à fait obtenir la richesse nécessaire s'agissant de la détection des bâtiments. Ici, on a choisi une zone continue, pour donner un exemple. Alors ici, ça aurait fait sens de choisir une zone plus épars. On aurait pu, par exemple, dans le cas des bâtiments, choisir une zone urbaine, une zone périurbaine et une zone rurale, par exemple, pour essayer d'obtenir une représentativité idéale de la détection, pour la détection des bâtiments. Ici, on choisit de garder les choses simples pour cet exemple théorique. Alors,
Une fois qu'on a choisi notre zone de travail, il va falloir qu'on mette en place cette stratégie de tuilage, donc cette stratégie de découpe qui va nous permettre de soumettre cette emprise territoriale au réseau pour son apprentissage. Donc ici, on cherche à détecter donc des bâtiments sur les images, donc il faut que leurs caractéristiques soient clairement visibles pour que le réseau de neurones puisse apprendre correctement le problème. Ici, on va essayer aussi, comme on l'a dit, de garder la résolution la plus grossière que possible pour essayer de conserver une certaine légèreté pour les tuiles qui vont constituer notre corpus et essayer de garder des temps de calcul et d'entraînement qui vont rester raisonnables. Donc, on essaie de réaliser cet équilibre entre la résolution des tuiles, la caractéristique de l'objet qu'on cherche à détecter, ainsi que un nombre de tuiles qui reste relativement raisonnable et gérable. Alors ici, pour donner un exemple concret, on va essayer de définir des paramètres de tuiles pour notre découpe de notre zone de travail. Donc ici, comme annoncé, on va se laisser guider initialement par notre intuition. Donc on optimisera ensuite les premiers choix qu'on a faits par un certain nombre d'entraînements successifs et en analysant les performances que l'on obtient. Mais ici, typiquement, dans le cas des bâtiments, on pourrait choisir des tuiles avec une taille territoriale, par exemple, de 500 mètres, qui recouvrirait donc notre zone de travail d'un certain nombre de tuiles en nombre relativement raisonnable. Parallèlement, on pourrait choisir ici de choisir une résolution de 256 pixels pour nos tuiles territoriales. Donc ici, avec ces deux paramètres, on aurait une taille de pixels, donc une taille territoriale de pixels, qu'on appelle aussi la ground sampling distance, qui serait d'environ 2 mètres. Donc c'est quelque chose qui est assez grossier, mais qui permet quand même de voir assez clairement les bâtiments et leurs caractéristiques principales. Donc ici, on arrive à peu près à réaliser cet équilibre qu'on cherchait à obtenir entre la résolution, la légèreté, les caractéristiques et le nombre de tuiles. Donc évidemment, ici, ce sont des paramètres qui typiquement seraient ajustés dans la pratique avec un certain nombre d'entraînements jusqu'à qu'on trouve des paramètres qui soient les plus optimaux et qui conduisent aux performances les plus optimales possibles. Donc, avec notre stratégie de découpe, ici, on peut donc s'attaquer à la découpe de notre zone territoriale. Donc, il existe ici plusieurs manières de découper une zone territoriale avec une stratégie de tuilage. On pourrait, par exemple, choisir une origine différente pour la grille de découpe. On pourrait aussi imaginer imposer une rotation pour faire tourner les tuiles territoriales. Dans la pratique, en général, on se passe de ce genre de raffinement. En effet, ça n'a pas une grande importance d'ajuster les tuiles. Donc, on se contente simplement de découper la zone de travail avec les caractéristiques qu'on va souvent simplement au plus simple. Donc ici, on voit qu'avec notre zone de travail et les caractéristiques de découpe de cette zone, on obtient un nombre assez important de tuiles, ce qui est une bonne chose, parce qu'il nous faudra effectivement des exemples les plus variés possibles pour pouvoir faire comprendre le problème au réseau de neurones. Mais ici, on voit quand même qu'on arrive à garder un certain nombre de tuiles en nombre relativement raisonnable. Alors, sachez que dans la pratique, on pourrait aussi essayer de minimiser le nombre de tuiles. Donc, on pourrait essayer d'optimiser au maximum le nombre de tuiles pour qu'il soit le plus petit possible pour obtenir les performances que l'on cherche. Alors ça, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est un domaine de recherche qui est encore aujourd'hui actif. Et dans la pratique, on ne s'attarde pas trop sur cet aspect-là. On va se contenter du nombre de tuiles que l'on a, malgré le fait qu'on aurait pu peut-être effectivement alléger le corpus. Alors, on a à présent, avec cette stratégie de découpe, la première partie de notre corpus, donc ce sont les tuiles territoriales qu'on va pouvoir soumettre au réseau de neurones de façon individuelle. Donc, il va falloir qu'on mette en place la deuxième partie de notre corpus, qui sont donc les annotations. Donc, les annotations, c'est vraiment ce qui va montrer au réseau de neurones sur les images qu'on lui soumet quel est l'élément territorial qui nous intéresse. Donc ici, avec l'exemple de la détection des bâtiments, on peut typiquement utiliser des couches géographiques qui existent. En effet, en Europe, en Suisse, en France, les couches géographiques de bâtiments sont abondantes. Donc ici, on a fait le choix de, par exemple, utiliser la couche des bâtiments qui viennent d'OpenStreetMap. Alors, une fois qu'on a ajouté ces annotations à nos tuiles, on peut facilement détecter les tuiles qui seront vides d'annotations et on peut procéder à leur élimination pour obtenir notre corpus. Donc ici, à ce stade, nous avons un corpus qui est utilisable, qui est constitué, qu'on peut vraiment utiliser avec un réseau de neurones pour expliquer ce problème de la détection des bâtiments sur des images aériennes. Alors ici, j'ai passé un petit peu vite sur un aspect qui est quand même assez important, c'est que dans le cas où on choisit des annotations qui viennent d'une couche existante, comme on l'a fait nous avec OpenStreetMap, il va falloir se poser un certain nombre de questions quant à la cohérence des annotations qu'on va apposer aux images. En effet, les images aériennes et les annotations qu'on va utiliser sont deux sources de données distinctes, donc elles ont des cycles de maintien, des cycles de mise à jour qui leur sont propres et qui sont souvent décorrélés. Donc on aura souvent des problèmes de synchronisation qui peuvent être spatiales ou qui peuvent être temporelles entre les annotations et les images aériennes. Donc il va falloir faire un effort d'analyse tuile par tuile où il faudra vérifier la cohérence des annotations par rapport aux images qu'on utilise. Et ça, c'est typiquement un coût assez important de l'IA, c'est cette validation, cette vérification, même dans le cas où on utilise des données qui préexistent pour les utiliser comme annotation.
Donc ici, typiquement, le travail qu'il faudrait faire, c'est vérifier tuile par tuile que les annotations sont bien synchronisées spatialement, qu'elles sont bien synchronisées temporellement. Il va falloir ajouter les annotations qui pourraient manquer, mais il va falloir aussi, de temps en temps, éliminer des annotations qui viendraient en trop. Donc à ce stade, on a un corpus qui est constitué. Donc l'étape suivante pour pouvoir mettre en œuvre une solution IA, c'est de choisir le réseau. C'est-à-dire qu'on va choisir l'architecture du réseau qui va nous permettre de résoudre le problème auquel on s'attarde. Alors ici, s'agissant d'architecture de réseau de neurones, on n'ira ici pas trop dans les détails, donc ça sort un petit peu du contexte théorique de ce webinaire qu'on veut garder quand même abordable et simple. Comme on l'avait vu au précédent webinaire, en termes d'architecture de réseau de neurones, il en existe un très grand nombre pour s'adapter à un très grand nombre de problèmes, et plus encore, même pour un même problème, il peut y avoir plusieurs architectures qui sont à disposition, qui sont à même de résoudre ce problème. Donc aujourd'hui, le choix du réseau de neurones, c'est quelque chose qui reste encore à la charge du data scientist. En effet, il faut une certaine expertise d'IA pour pouvoir choisir correctement le réseau de neurones par rapport aux problèmes que l'on cherche à résoudre. Il y a quand même, dans la plupart des cas, ce que l'on va faire quand même, c'est d'utiliser des réseaux qui sont éprouvés. Donc, c'est des architectures qui sont existantes, qui ont déjà été utilisées dans d'autres contextes et qu'on sait, on sait qu'effectivement, elles ont des bonnes performances sur certains types de problèmes. Et souvent même, ce sont des architectures qui sont pré-entraînées. Donc, en géoinformation, on fait beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on essaye de tirer parti de l'existante, à la fois des architectures, mais aussi des pré-entraînements que l'on va simplement se contenter de spécialiser en utilisant des corpus que l'on constitue pour s'attarder sur des problèmes territoriaux. Dans un proche avenir, il est assez probable que des banques d'architecture de réseaux de neurones se mettent de plus en plus en place et qui nous donnent de plus en plus accès à ces différentes architectures. Et donc, cela permettra vraisemblablement, d'ici quelques années, aux experts métiers de pouvoir se passer du data scientist et de pouvoir aller chercher dans ces banques de réseaux de neurones le réseau de neurones qui est le plus adapté pour le problème qu'ils cherchent à résoudre. Mais encore aujourd'hui, le concours d'un data scientist est encore souhaité lorsqu'il est question de choisir un réseau de neurones pour une solution IA. Alors, on va quand même juste un tout petit peu s'attarder sur une architecture un peu particulière. Donc, c'est une architecture qui est beaucoup considérée en géoinformation parce qu'elle est très utile par rapport aux problèmes auxquels on se confronte en géoinformation. Donc, ici, c'est une architecture qui découle de ce qu'on appelle une architecture d'auto-encodeur. Donc, l'auto-encodeur, c'est une architecture simple de réseau de neurones qui a engendré beaucoup de réseaux de neurones du même type qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés, notamment qu'on utilise beaucoup en géoinformation. Donc ici, l'idée d'une architecture d'auto-encodeur qu'on utilise beaucoup en géoinformation, c'est d'avoir une première couche à travers laquelle on va faire entrer les données. Donc dans notre cas, avec nos corpus, souvent ce qui va entrer du côté gauche du réseau de neurones, c'est une image aérienne. Ensuite, l'architecture du réseau de neurones fait que les couches vont se rétrécir jusqu'à atteindre une couche minimale au centre du réseau de neurones. Et passé cette couche minimale, on va avoir une architecture en miroir où les couches vont regagner en importance jusqu'à une sortie qui, elle, sera constituée de la même taille, donc qui aura les mêmes caractéristiques que ce qui est entré dans le réseau de neurones. Donc, dans le cas d'une image aérienne, on aurait une image qui sortirait du réseau de neurones. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ce genre d'architecture? C'est quelque chose d'intéressant qui crée par la couche centrale une sorte, ce qu'on pourrait appeler une sorte de goulot d'étranglement. Et du coup, on va interdire d'une certaine manière à l'ensemble de l'information de l'image de passer de part et d'autre du réseau de neurones. Et on espère que par cette astuce, on va forcer le réseau de neurones à se focaliser sur les caractéristiques les plus essentielles de l'image et qui va donc essayer de favoriser sa compréhension des images et son analyse. Donc ici, ce que l'on obtient typiquement quand on utilise une telle architecture, c'est une donnée qui est similaire à celle qui est entrée dans le réseau de neurones. Donc si on regarde un tout petit peu plus dans les détails ce qui se passe en termes d'entrée et de sortie, donc en entrée, typiquement en géoinformation, on aura une image aérienne et le réseau de neurones de ce type d'architecture va typiquement nous fournir en sortie une image qui aura les mêmes caractéristiques mais dont le contenu sera différent. Donc en sortie, ce que l'on va obtenir, c'est une image qui va marquer la présence des éléments territoriaux qui nous intéressent. Donc si on reprend notre exemple des bâtiments détectés sur les images aériennes, on voit ici un exemple où la sortie de ce type de réseau de neurones, c'est vraiment le marquage sur l'image à l'aide de pixels de l'emplacement de chaque bâtiment qui ont été détectés par le réseau de neurones. Donc on comprend aussi que cette sortie ne peut pas être utilisée telle qu'elle dans le cadre de la géoformation et on comprend donc qu'il faut encore des efforts de traitement pour pouvoir traiter cette sortie en des géométries qui pourraient être utilisées dans un contexte du GIS et des outils GIS usuels.
On comprend aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand on obtient une sortie de cette nature en sortie d'un réseau de neurones, on a une certaine liberté quant à l'interprétation qu'on va en faire. Donc, par exemple, on peut garder l'ensemble de l'image et donc on pourrait obtenir ce qu'on pourrait appeler une classification complète de l'image aérienne qui est entrée. Donc ici, dans le cadre des bâtiments, on pourrait avoir des pixels qui nous indiquent deux catégories. Ici, ce serait bâtiment et non bâtiment. Une deuxième interprétation intéressante possible de ce genre de sortie, c'est qu'on peut regrouper les pixels connexes et essayer d'isoler chaque bâtiment qui ont été détectés, qu'on pourra ensuite traduire en des géométries qui nous donnera accès à une sorte de proto-cadastre des bâtiments. Et ça, c'est ce qu'on appelle en intelligence artificielle de la segmentation d'instances. On pourrait encore aller plus loin dans la simplification, où on pourrait réduire l'ensemble de ces groupes de pixels connexes à simplement des points ou alors à des rectangles englobants. Et là, on serait vraiment dans la perspective de la détection d'objets, donc vraiment dans une perspective d'inventaire d'éléments territoriaux. Donc c'est beaucoup ce type d'architecture qui sera utilisée en géoinformation, justement parce qu'elle est productrice de masques, et ces masques nous laissent aussi une certaine liberté d'interprétation par rapport aux résultats qu'on cherche à obtenir. Alors, dans notre cas, si on reprend notre exemple fil rouge de la détection des bâtiments, il nous faudrait donc effectivement choisir une architecture de réseau de neurones pour pouvoir résoudre notre problème. Donc ici, typiquement, c'est typiquement un des cas d'usage où on choisirait l'utilisation de ces réseaux de neurones qui sont producteurs de masques, justement parce qu'ils permettent de résoudre le problème auquel on cherche à s'attaquer, mais qui permettent aussi une certaine souplesse en sortie en termes d'interprétation des résultats qu'on va obtenir. Ici, on peut citer qu'on aurait pu utiliser une architecture de type UNet. C'est par exemple une architecture qui a été utilisée pour le calcul de la couverture du sol par l'IGN. C'est cette fameuse couche COSAI qui a été calculée récemment par l'IGN. Donc ici, avec notre choix d'architecture de réseau de producteurs de masques, donc on pourra effectivement bien détecter l'emprise des bâtiments et on pourra surtout en déduire et traduire ces emprises en une couche géométrique que l'on pourra par ailleurs utiliser dans le contexte de la géoinformation. Donc à partir de là, on a constitué un corpus, on a vu un exemple, on a choisi notre réseau de neurones, donc maintenant il reste à entraîner notre réseau de neurones, donc à essayer de lui faire comprendre cette notion, pardon, de lui faire comprendre ce que l'on cherche effectivement à résoudre. Donc ici, comme on l'a vu au précédent webinaire, donc l'entraînement d'un réseau de neurones, c'est vraiment une application du calcul d'optimisation. Donc le but ici, vraiment, c'est de minimiser ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire une fonction de coût. Donc la fonction de coût, ce qu'elle va nous décrire, c'est en gros les erreurs que commet le réseau de neurones en termes des sorties qu'il produit par rapport aux sorties qu'on aurait attendues. Donc c'est là que le corpus intervient, c'est-à-dire que c'est du corpus que l'on peut comprendre ce que l'on aurait attendu du réseau de neurones et qu'on puisse comparer effectivement ce qu'il nous répond par rapport à ce qu'on aurait attendu. Donc ici, le but du réseau de neurones et de son entraînement, c'est vraiment de forcer le réseau de neurones à se conformer aux sorties que l'on attend. Et de ce fait, on espère, l'espoir, c'est réellement de faire en sorte que le réseau de neurones finisse par comprendre le problème auquel on s'attaque et qu'il soit, in fine, capable de le résoudre en toute généralité. Donc c'est cette notion qu'on avait vue au précédent webinaire, qui consiste en cette notion de généralisation, donc cet état dans lequel le réseau de neurones atteint des performances telles qu'il a fini par comprendre entièrement le problème auquel on s'attaque. Donc c'est vraiment cette fonction de coût, donc cette minimisation de fonction de coût, qui est au centre de l'apprentissage d'un réseau de neurones, et c'est donc elle que l'on va suivre tout au long de l'apprentissage pour pouvoir le conduire et le guider. Alors, pour donner un tout petit peu plus de corps à cette notion de fonction de coût, ici, je vous propose de regarder un tout petit peu plus près comment effectivement on calcule cette fonction de coût. Donc, dans notre cas, on a une image aérienne qui va entrer dans le réseau de neurones et ce qui va sortir, c'est une image, donc un masque, mais qui reste une image qui est formée de pixels. D'un autre côté, nous avons les annotations qui viennent du corpus, donc on peut reproduire les masques que l'on aurait attendus en sortie du réseau de neurones. Et de ce fait, on peut comparer le masque attendu du masque réellement produit par le réseau de neurones, pixel par pixel. Donc on peut prendre chaque pixel de la sortie, la comparer avec la sortie attendue et obtenir une sorte d'erreur pour ce pixel. On peut ensuite faire la somme de l'ensemble des erreurs de tous les pixels de l'image pour obtenir l'erreur globale sur l'image elle-même. On répète ensuite cette opération pour faire la somme de toutes les erreurs sur l'ensemble du corpus, et donc ça nous donne cette quantité, donc cette fonction de coût qui va effectivement nous indiquer quelle est l'erreur que le réseau de neurones commet à l'échelle du corpus tout entier. Donc ça, c'est un exemple
assez simple de fonction de coût. Donc, c'est une fonction de coût qui peut tout à fait être utilisée dans le cadre de la géoinformation. Sachez aujourd'hui qu'on préfère des fonctions de coût qui sont un petit peu plus complexes que celles-là, qui sortent un petit peu du cadre théorique de ce webinaire. On les utilise parce qu'elles fournissent de meilleurs résultats, elles sont plus performantes. Mais cette fonction de coût que je vous décris ici, en sommant les erreurs sur les pixels, est une fonction de coût qui est tout à fait utilisable et qui surtout a le mérite de nous faire comprendre un peu mieux ce que l'on entend par fonction de coût et par erreur globale commise par le réseau de neurones par rapport à ce qu'on attendrait de lui. Alors avant de pouvoir entraîner un réseau de neurones, on va faire une opération qui est un petit peu particulière, qui est un petit peu déroutante de prime abord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre corpus avant de l'utiliser pour l'entraînement. Donc on va prendre les exemples qui constituent le corpus et on va les séparer dans 3 groupes distincts. Donc on a un premier groupe qu'on appelle le groupe d'entraînement. Donc ce groupe d'entraînement va contenir les exemples, donc les tuiles annotées, les tuiles territoriales annotées, qui vont réellement être utilisées pour faire apprendre le réseau de neurones. Donc, ce sont ces tuiles qui vont provoquer le changement des poids internes du réseau qu'on avait détaillé dans le précédent webinaire et qui donc vont réellement modifier l'état interne du réseau de neurones afin qu'il apprenne du problème que l'on cherche à résoudre. On a un deuxième groupe que l'on va définir, qu'on appelle cette fois-ci le groupe de validation. Et dans ce groupe-là, on va considérer des exemples qui ne seront pas utilisés pour faire apprendre le réseau de neurones, mais on va quand même les utiliser pour calculer ce qu'on pourrait appeler une fonction de coût auxiliaire. C'est-à-dire qu'on va quand même soumettre ces exemples au réseau de neurones. Il ne va pas apprendre dessus, mais il va quand même calculer les erreurs qu'il commet sur ce groupe de validation. Et ça nous donne accès à une deuxième fonction de coût, une fonction de coût auxiliaire qui s'ajoute à celle du groupe d'entraînement et qui, nous le verrons, est très utile pour suivre, effectivement, guider l'entraînement d'un réseau de neurones. Alors, on termine aussi cette segmentation avec un troisième groupe, qu'on appellera le groupe de test. Ça, c'est un groupe qu'on va garder hors de tout contexte d'entraînement, donc on ne va absolument pas l'utiliser durant la phase d'entraînement. Et c'est un groupe qu'on va utiliser par ailleurs à la fin de l'entraînement pour pouvoir vérifier et certifier des performances réelles de réseau de neurones et ainsi éviter d'induire un certain nombre de biais en utilisant des données qui ont été effectivement utilisées pour former le réseau de neurones. Alors, il n'y a pas tellement de standards établis quant à cette segmentation. En général, évidemment, on va favoriser le groupe d'entraînement, c'est celui qui occupera le plus, qui contiendra le plus d'exemples d'entraînement. Souvent, on est entre 80, 70, 60% pour ce groupe. Et ensuite, on va distribuer les exemples qui restent en 2 parties égales pour le set de validation et le set de test. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pourquoi est-ce qu'on doit séparer ces exemples qui viennent du corpus en 3 groupes distincts? Donc on pourrait croire naïvement en fait qu'il faille montrer le plus d'exemples possible à un réseau de neurones pour qu'il apprenne le plus efficacement possible. Et on pourrait aussi s'imaginer que finalement cette fonction de coût que l'on cherche à minimiser, ben, en fait il faut essayer de la minimiser le plus possible parce qu'elle est synonyme d'absence d'erreur et donc on pourrait croire que c'est ce qu'on cherche lorsqu'on cherche à entraîner un réseau de neurones. Alors ici en IA, c'est absolument pas le cas, c'est un petit peu déroutant au départ. Mais si on regarde ici ce graphique qui est à l'écran, donc on voit les 2 fonctions de coût, leur valeur au fil des itérations de l'entraînement. Donc on voit en bleu la courbe d'entraînement, en orange la courbe de validation. Et on voit que dans un premier temps, les 2 vont descendre. Donc ça, c'est la phase dans laquelle le réseau de neurones va effectivement apprendre. Il va améliorer ses performances. Au bout d'un moment, la fonction de coût associée au groupe de validation va arrêter de descendre et va repartir à la hausse. Et ce point d'inflexion où la fonction de validation va repartir à la hausse est typiquement le point qui est censé matérialiser la plus grande proximité à la généralisation du réseau de neurones. Donc c'est théoriquement le point où le réseau de neurones est le plus efficace. On voit aussi que la fonction de coût qui est liée à l'entraînement, elle va continuer à descendre. Et justement, c'est le signe que le réseau de neurones, passé ce point d'inflexion, est en train de trop s'attarder sur les exemples d'entraînement. Donc, il va surapprendre du réseau d'entraînement. Donc, il va devenir très, très bon sur ce dernier, mais en fait, il va devenir de plus en plus incompétent sur tout ce qui va sortir de ces tuiles d'entraînement sur lesquelles il est en train d'apprendre. Donc, c'est pour ça qu'on utilise à la fois un set d'entraînement et un set de validation. C'est justement pour pouvoir repérer l'arrivée de ce point d'inflexion, de pouvoir détecter cet optimum de l'apprentissage et pouvoir justement arrêter l'entraînement au bon moment. Donc ici, à partir de maintenant, donc on a vu qu'on a réussi à construire un corpus, on a choisi un réseau de neurones, on a compris comment il fallait l'entraîner, comment il fallait l'arrêter au plus optimal. Donc ici, à ce stade, idéalement, on a un outil GeoIA qui est utile, qui est performant, et donc on peut l'utiliser comme un outil opérationnel. Donc je vous propose ici qu'on s'attarde à la deuxième grande étape de la mise en œuvre de l'IA, donc c'est la phase opérationnelle d'un réseau de neurones. Comment finalement est-ce qu'on utilise un réseau de neurones sous la forme d'un outil une fois qu'il a été entraîné? Alors tout d'abord,
il faut comprendre qu'un réseau de neurones, une fois qu'il a été entraîné, une fois qu'on le considère comme un outil opérationnel, c'est quelque chose qui devient un petit peu plus autonome. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'exemple ici, c'est-à-dire qu'on est hors du corpus. Donc le réseau de neurones va effectivement recevoir des entrées, mais on n'a plus de comparaison possible. On ne peut plus vérifier la qualité des prédictions parce qu'on n'a plus de corpus, on n'a plus d'annotation, et donc on ne peut plus vérifier si le réseau de neurones nous fournit des prédictions qui sont à propos par rapport aux données qu'on lui soumet. Donc, idéalement, on espère que quand on déploie un réseau de neurones, il va conserver les performances qui ont été déterminées sur le groupe de tests qu'on avait défini préalablement, mais on ne peut plus le quantifier. Donc, c'est-à-dire qu'on est un petit peu à l'aveugle quand un réseau de neurones est utilisé en opérationnel. Là, il reçoit des données, il fournit des prédictions, mais on ne peut plus vraiment certifier de la qualité de ces prédictions. Une autre chose importante, c'est que lorsqu'on va utiliser un réseau de neurones de façon opérationnelle, si on veut par exemple faire des prédictions sur une vaste zone géographique, on va retrouver les mêmes problèmes qu'on avait dans la constitution du corpus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soumettre une zone d'un seul tenant à un réseau de neurones. Donc il conserve cette capacité limitée d'ingestion de données, donc il va falloir retuiler, redécouper la zone sur laquelle on va faire des prédictions pour pouvoir la soumettre au réseau de neurones, et va donc nous fournir une prédiction pour chaque tuile individuelle. Donc, on va ici essayer de faire en sorte de garder des caractéristiques de tuiles qui sont similaires à celles que l'on avait utilisées pour pouvoir créer notre corpus d'entraînement. En effet, pour que le réseau de neurones garde des performances qui soient les plus optimales possibles, il faut éviter de changer ces caractéristiques pour pas que le réseau de neurones soit perdu par des images qui sont assez différentes de celles qu'il a vues durant son entraînement. Alors, plus particulièrement ici, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est plutôt la taille territoriale des pixels, donc ce qu'on pourrait appeler la ground sampling distance, donc la taille apparente réelle des pixels sur le territoire, qui a une importance. En effet, aujourd'hui, on utilise beaucoup ce qu'on appelle des réseaux convolutionnels. Et les réseaux convolutionnels ont l'avantage de pouvoir accepter n'importe quelle taille d'image en entrée. Et du coup, on peut être tout à fait tenté de doubler la taille des images par rapport à celles qu'on avait considérées durant le set d'entraînement. Et là, on peut s'en sortir. En effet, si on double la taille des tuiles territoriales, on peut aussi doubler la résolution, et donc on va garder cette ground sampling distance, donc la taille des pixels identique à celle que le réseau de neurones avait vue durant son apprentissage. Et là, normalement, on devrait conserver des performances qui sont bonnes. Donc, ici, on va quand même essayer de faire attention à garder des caractéristiques de tuiles qui vont entrer qui sont le plus similaires possible que celles qu'on a considérées durant la phase d'entraînement. Donc ici, on voit qu'une solution IA, une fois qu'elle est déployée, conserve quand même un certain nombre de contraintes d'utilisation qui sont assez similaires que celles qu'on a rencontrées durant la constitution du corpus et la phase d'entraînement. Donc ce n'est pas un outil tout à fait immédiat, il y a quand même un certain nombre d'efforts d'utilisation à mettre en œuvre pour pouvoir utiliser l'IA comme un outil au quotidien. Alors, comme on l'a vu aussi précédemment, donc on a utilisé un réseau de neurones qui est producteur de masques, et on a vu aussi que pour faire des prédictions sur une zone, il va falloir la découper de la même manière que l'on avait découpé notre zone de travail pour l'entraînement. Et donc, ce réseau de neurones, il va travailler sur ces tuiles, et donc il va nous fournir des prédictions, donc des masques de détection pour chacune de ces tuiles individuelles. Donc, donc il va falloir d'une part traduire ces masques en des géométries. Donc là, on a une certaine liberté d'interprétation. Est-ce qu'on veut réduire les géométries en des simples points? Est-ce qu'on veut des emprises territoriales? Évidemment, ce qu'on aime bien en géoinformation, c'est d'avoir des emprises territoriales, d'avoir des espèces de protocadastres qui nous donnent une couche géométrique de l'élément qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, ces processus qui servent à traduire le masque en géométrie sont assez bien maîtrisés. C'est quelque chose qui ne pose relativement pas de problème. Mais il faut quand même comprendre d'où viennent ces géométries. Donc, on va les déduire des masques. Donc, il y a un certain nombre de géométries qui vont se retrouver découpées à cause de cette découpe de la zone de prédiction pour pouvoir la soumettre au réseau de neurones. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'éléments territoriaux vont se retrouver à cheval entre deux tuiles de prédiction. Et du coup, on aura deux masques séparés qui vont conduire à sa détection. Et il va falloir faire un petit effort de réunion de ces différentes géométries coupées qui sont coupées par l'effet du tuilage qu'on a dû utiliser pour pouvoir soumettre la zone de prédiction au réseau de neurones. Donc on voit aussi que finalement le réseau de neurones c'est une partie d'une solution IA, donc finalement c'est la partie de détection, mais on comprend aussi qu'il y a quand même un certain nombre de processus annexes qui doivent être à l'œuvre, non seulement pour la découpe des images pour les faire entrer dans le réseau de neurones, mais aussi un certain nombre d'efforts en sortie de réseau de neurones pour pouvoir traiter les prédictions et les transformer en une couche géographiquement intéressante qu'on peut utiliser dans un contexte de géoinformation. Alors à partir de là, on pourrait imaginer qu'on est bon, on a déployé un outil après l'avoir entraîné et que du coup, voilà, on a un outil qui est censé fonctionner, avoir de bonnes performances.
Dans la réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En effet, un réseau de neurones est quelque chose qui est assez vivant, donc il va falloir mettre en place une stratégie de suivi de ce réseau de neurones. Alors, en effet, une fois qu'on a déployé un réseau de neurones, donc il va nous fournir un certain nombre de prédictions, mais là, on est hors du corpus, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune indication sur la pertinence de ces prédictions. Donc, on est à l'aveugle. Et ici, il est justement important par rapport à ce problème de mettre une stratégie de suivi en place parce que justement, on a cet aveuglement. On ne sait pas effectivement si le réseau de neurones continue d'avoir les performances que l'on a obtenues durant la phase d'entraînement. Donc, en effet, on peut avoir des performances qui peuvent se dégrader une fois qu'on a déployé un outil IA. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette dégradation. Donc, un exemple assez classique, c'est que le corpus qu'on a utilisé s'avère un tout petit peu faible. Donc, il n'avait pas la richesse nécessaire. Il n'a pas réussi à expliquer correctement le problème au réseau de neurones. Et du coup, le réseau de neurones a bien performé durant la phase d'apprentissage. Mais une fois en opération, il a des lacunes, justement parce qu'il n'a pas vu suffisamment de richesse. Une autre chose, c'est l'utilisation de nouvelles images qui peuvent avoir des caractéristiques un petit peu différentes, des sensors, des capteurs un petit peu différents qui peuvent avoir une influence délétère sur les performances d'un réseau de neurones. On a aussi typiquement des variations saisonnières avec les images qui peuvent avoir un impact dégradant sur les performances d'un réseau de neurones. Et donc, il va falloir mettre une stratégie en place pour pouvoir suivre les performances de cet outil déployé. Donc, ce que l'on fait ici au plus simple, généralement, ce qu'on met en place, c'est lorsque l'on traite une zone de prédiction, on a ce découpage en tuiles qui s'effectue. Et ce que l'on va mettre en place, c'est tout simplement une sélection aléatoire d'un certain nombre de tuiles de prédiction que l'on va ensuite soumettre à l'expertise métier. Donc, l'expertise métier va analyser le contenu de ces tuiles, analyser les prédictions qui ont été faites par le réseau de neurones, donc faire un travail essentiellement d'annotation de ces tuiles. Et on va pouvoir, de cette manière-là, vérifier effectivement que les performances du réseau de neurones se conservent bien, effectivement, qui gardent bien les performances que l'on avait durant la phase d'entraînement. Alors, que doit-on faire si on constate une baisse de performance d'un réseau de neurones? Donc, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est identifier pourquoi on est confronté à une baisse de performance. En effet, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent survenir. Un des grands cas de figure qui peut survenir, c'est le réseau de neurones ne voit pas un certain nombre d'objets qu'il aurait dû détecter. C'est ce qu'on appelle ici un problème de faux négatif, c'est-à-dire qu'on voit sur les images l'objet qui nous intéresse, mais le réseau de neurones ne les détecte pas, donc il ne les voit pas, alors qu'il aurait dû marquer leur présence. Donc ici, ce qu'on va faire pour pallier à ce genre de problème, c'est qu'on va renforcer notre corpus avec des exemples de ces objets qui auraient dû être détectés, qui ne l'ont pas été. Donc on va adjoindre ces tuiles avec des annotations pour essayer de faire comprendre au réseau de neurones que ces objets nous intéressent et qu'il doit effectivement les faire apparaître en sortie, donc dans les masses qu'il produit. Un autre grand problème auquel on est confronté avec l'IA, c'est ce qu'on appelle les problèmes des faux positifs, c'est-à-dire un réseau de neurones qui aura tendance à trop détecter, c'est-à-dire qu'il va bien nous détecter les objets qui nous intéressent, mais il va aussi beaucoup détecter d'éléments qui ne nous intéressent pas. Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce que ça réduit l'utilité des couches géographiques que l'on peut obtenir parce que justement, elles sont un petit peu polluées par des éléments annexes. Et là aussi, on va mettre en place une stratégie similaire, c'est-à-dire qu'on va renforcer notre corpus, où là, on va lui soumettre ces tuiles qui posent problème, où on va, cette fois-ci, sans annotation, où on va expliquer au réseau de neurones que ces objets, ce sont des objets qui ne nous intéressent pas, donc il faut lui faire comprendre que c'est des éléments qu'il ne doit pas détecter et qui ne doivent pas apparaître dans les masques qu'il produit, dans les prédictions qu'il produit. Donc on voit aussi clairement que même en opération, le corpus qui a servi à entraîner notre solution IA reste au centre de cette solution. Donc c'est vraiment toujours à travers le corpus, non seulement qu'on explique un problème à un réseau de neurones, mais aussi qu'on pallie à ses déficits, à ses déficiences, ou à une dégradation des performances que l'on peut constater une fois le réseau de neurones en opération. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit que finalement, un réseau de neurones n'est pas une solution que l'on abandonne, c'est quelque chose qui doit être suivi. Donc, un réseau de neurones a un cycle de vie. Et ce qui est aussi assez important, ce qu'on peut déduire de ces considérations, et qu'il faut aussi, à mon avis, garder bien en tête, c'est que finalement, l'IA, une solution IA, la mise en œuvre de l'IA, c'est d'abord une solution à moyen et long terme plutôt qu'une recette miracle à court terme. Donc, en effet, c'est quelque chose qui doit être suivi dans le temps et qui doit être corrigé si nécessaire. Donc, on arrive à la conclusion de cette première partie théorique de ce webinaire. Donc, ici, je vous propose simplement, effectivement, on a regardé donc, toutes ces étapes nécessaires à la mise en œuvre de l'IA. Donc, on a vraiment regardé le détail technique de ces différentes étapes. Donc, on a aussi compris de façon importante quel était le coût lié à ces différentes étapes et les enjeux aussi qui sont liés à ces différentes étapes.
On a aussi compris quelque chose d'important, c'est qu'une solution IA a un cycle de vie, donc ce n'est pas quelque chose que l'on entraîne et qui va marcher merveilleusement bien, donc il faut suivre une solution IA à travers le temps. Donc ici, ce qui a motivé un petit peu cet aspect théorique de ce webinaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils du GIS qui commencent à proposer des solutions IA. On peut citer par exemple QGIS et ArcGIS, mais ces solutions ont tendance à cacher toute cette complexité. Donc toutes ces étapes au travers desquelles on est allé sont souvent un petit peu cachées, escamotées par ces solutions, ce qui est une bonne chose parce qu'effectivement, ce sont des opérations pénibles qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais par contre, quand on ignore l'existence de ces différentes étapes, on peut être amené à mal utiliser ou à mal comprendre ces outils d'IA. Et c'est pour ça qu'on a essayé de détailler un petit peu tous ces aspects techniques pour vous donner un petit peu des clés de compréhension et de pouvoir aborder ces nouveaux outils d'une façon la plus sereine que possible. Donc voilà, j'espère avoir réussi à vous donner un certain nombre de clés de compréhension par rapport à cette mise en œuvre de l'IA, aux différentes étapes qui la constituent. Et j'espère aussi que ces différents éléments pourront aussi vous guider et vous aider dans vos futures utilisations de l'IA. Donc je vous remercie pour votre attention. Je repasse la parole à Fabrice pour la suite de notre webinaire. Merci Nils pour cette première partie théorique. Avant de passer la parole à Gwenaël, juste cette image que nous avons sous les yeux, comment elle a été générée? Je vois des références en bas de l'image, mais tu pourrais nous en donner quelques informations supplémentaires? Oui, alors effectivement, c'est une image un petit peu particulière qui a été obtenue grâce à l'outil DALL-E 3, qui est un outil d'intelligence artificielle qui permet de générer des images, qui est typiquement accessible via les outils d'OpenAI. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement expliqué à ChatGPT que j'étais en train de préparer un webinaire, que j'ai expliqué le thème du webinaire, ce que j'allais expliquer dans ce webinaire, et je lui ai simplement indiqué que voilà, il me fallait une jolie slide pour conclure ce webinaire. Donc je lui ai demandé de me produire cette image, et c'est ce qu'il m'a produit. Je l'ai trouvé jolie, donc je l'ai conservée. C'est la première image qui t'a C'est la séduit? première image qui m'a Oui, donné. d'accord, OK. Tu pourrais l'améliorer si je comprends bien. Tu pourrais lui Absolument, repartir avec le robot tout à fait, conversationnel et lui demander des ajustements, c'est ça? absolument. Super. Merci bien. Avant de passer la parole à Gwenaël, juste vous rappeler d'utiliser, si vous le souhaitez, la partie QR d'échange questions-réponses afin que je puisse prendre les éléments pour modérer tout à l'heure notre échange collectif. Gwenaël, je te passe la main, je te laisse partager ton écran et puis de nous présenter cette deuxième partie plus pratique, sur un cas concret. Merci à vous et Merci bonne suite de Fabrice. webinaire. Merci Fabrice. Donc normalement, maintenant, vous voyez mon écran avec la slide de titre pour la présentation du cas de détermination du revêtement des routes à l'aide d'un outil de deep learning. Donc, c'est un projet que le STDL a mené et qui porte sur le produit Suisse TLM 3D. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce produit, mais dans le Suisse TLM 3D, on a toutes les routes de Suisse représentées comme des lignes. Ici, vous voyez un exemple dans la région d'Interlaken. Dans le petit rond rouge, j'ai sélectionné 3 routes différentes et ça a ouvert leurs attributs sur la droite. Donc, chacune a un type qui donne la largeur approximative de la route, comme chemin de 1 mètre ou route de 3 mètres. Et ils ont un type de revêtement naturel ou dur. Ce qu'il faut savoir sur ce produit Suisse TLM 3D, c'est qu'il est entièrement produit et mis à jour à la main par des opérateurs à chaque nouvelle acquisition d'image ou à chaque fois qu'une erreur est signalée. Donc c'est beaucoup de travail et de temps investi et en plus, l'interprétation des attributs de ces routes peuvent dépendre des opérateurs. C'est pour quoi l'Office fédéral de la topographie a approché le STDL pour faire un prototype et tester, est-il possible de déterminer automatiquement le type de revêtement des routes? Donc, il s'agirait de travailler sur ces 3 classes que nous, on a traduit l'allemand par 2 classes, pardon, que nous, on a traduit l'allemand par artificiel et naturel. Et ils nous ont demandé de commencer les tests sur le type de route de 3 mètres. Le but de ce projet, ce serait donc d'accélérer la mise à jour du produit Suisse TLM 3D et d'avoir une interprétation unique sur tout le territoire qui ne dépendrait donc plus vraiment des opérateurs. Donc, les routes concernées par ce problème de revêtement, c'est essentiellement les petites routes, c'est-à-dire les routes de 3 mètres et les chemins de 1 et 2 mètres. Les routes de 3 mètres, celles sur lesquelles on nous a demandé de nous focaliser,
Le revêtement artificiel, c'est essentiellement du goudron et les revêtements naturels, c'est essentiellement du gravier. En fait, ça rend le problème assez compliqué parce que le gravier et le goudron sur des images à 10 cm de résolution, ça se ressemble beaucoup. Cependant, ça devrait être possible de résoudre ce problème puisque les opérateurs y arrivent. Ensuite, sur les chemins des 1 et 2 mètres, sur lesquels le projet n'a pas porté dans un premier temps, un revêtement artificiel, c'est toujours généralement du goudron, mais un revêtement naturel, on a plus de diversité puisque ça peut être du gravier, de la terre battue, de l'herbe ou autre. Donc, la question, c'est comment différencier un revêtement naturel d'un revêtement artificiel? Comme je l'ai dit, dans ce produit Suisse TLM 3D, on a toutes les routes de Suisse, ce qui veut dire qu'en fait, on connaît déjà la localisation des routes. Ce n'est pas un problème de détection, c'est uniquement un problème de classification. Et ces problèmes de classification, ils peuvent généralement être résolus en utilisant uniquement du machine learning. C'est donc ce qu'on a testé d'abord, de faire du machine learning au lieu d'appliquer une intelligence artificielle et de faire dans ce machine learning une classification supervisée. Donc, dans cette première procédure, c'est le géodata scientist qui va chercher est-ce qu'il y a des caractéristiques discriminantes, des manières d'interpréter la valeur des pixels qui mettraient en évidence les différences entre les classes. Et du moment qu'il estime qu'il a trouvé des valeurs qui pourraient fonctionner, il va donner ces valeurs, donc cette table d'attributs pour chaque route, à l'algorithme et qui, lui, va classifier, mettre des seuils, essayer de séparer les différentes classes. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on a besoin d'une moins grande puissance de calcul et on comprend bien mieux l'algorithme puisqu'on a nous-mêmes cherché des caractéristiques discriminantes à l'avance. Le désavantage, c'est qu'on passe des tables d'attributs, donc il n'y a pas de valorisation de l'image et du contexte, et le temps nécessaire pour la recherche des caractéristiques est, entre autres, investi par l'humain. On a testé cette procédure et ça n'a pas marché, probablement à cause de la grande ressemblance entre les routes de goudron et de gravier. Et donc, comme la détection des routes est une classe très bien maîtrisée par l'intelligence artificielle, on a décidé d'appliquer l'intelligence artificielle et le deep learning. Dans ce cas-là, la détermination de caractéristiques discriminantes est entièrement faite par l'algorithme qui reçoit l'image en entier et qui va lui-même chercher comment différencier les routes. Les avantages, c'est qu'on a une meilleure valorisation de l'information puisqu'on passe toute l'image et qu'elle est, entre guillemets, vue en entier. Et l'algorithme a une capacité à apprendre et à reproduire. Les désavantages, c'est que ça nécessite une bien plus grande puissance de calcul et on reproche à ces algorithmes d'être une boîte noire. Donc, d'une fois qu'on a décidé sur cette méthode, pour appliquer cette méthode de deep learning, il y a une première phase de préparation des données. Ensuite, on est passé à l'apprentissage profond, c'est-à-dire à l'entraînement du modèle et à l'usage de ce modèle pour faire des prédictions. Ensuite, du moment qu'on a ces prédictions, on n'est pas obligé de les utiliser telles quelles. Parfois, on peut appliquer des filtres dessus pour essayer de gagner un peu en précision. Et d'une fois qu'on a nos résultats finaux, on va toujours calculer une métrique pour essayer de déterminer quelle est la qualité de nos résultats. Donc, tout d'abord, pour les données, on n'a pas travaillé sur toute la Suisse, bien sûr. On a déterminé une aire d'intérêt pour faire nos tests. Cette aire d'intérêt, elle était dans la région de l'Emmental, donc dans la Suisse centrale, et elle était constituée de 4 carreaux de la carte nationale. Ces carreaux ont été choisis par nos bénéficiaires parce qu'ils présentent une large variété de topographies, donc on devrait avoir toutes les situations possibles en Suisse et pour pouvoir les apprendre. Et parce qu'on avait les données contrôlées, qu'on appelle vérité de terrain, et les images pour l'année 2018. Donc, tout d'abord, pour les images, nos bénéficiaires nous ont demandé d'utiliser le produit Suisse Image RS. Donc, c'est un produit avec 4 bandes, rouge, vert, bleu, proche infrarouge, une résolution de 10 cm. Les images sont codées en 16 bits et il y a beaucoup de recouvrement. Ça peut paraître surprenant qu'on ait décidé d'utiliser ce produit avec tout ce recouvrement, alors que la Suisse possède bien sûr déjà une version tuilée des images. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez ici en arrière-plan. C'est la version déjà traitée et tuilée des images.
Mais nos bénéficiaires souhaitaient qu'on n'utilise pas cette version déjà bien tuilée parce qu'en fait, elle a été modifiée afin que les forêts soient bien vertes et les lacs bien bleus et qu'elles soient en fait jolies à regarder. Mais en faisant ça, on a perdu en qualité d'information. Ils nous ont donc demandé de partir de l'information plus brute, ce qui est bien parce qu'il y a plus d'informations. Le problème, c'est qu'avec l'encodage en 16 bits et tout ce recouvrement, on avait 1,5 téraoctets de données. Et un volume aussi élevé, c'est très difficile à traiter. Et ensuite, les IA, elles ne gèrent pas bien le recouvrement. Donc, on a décidé dans une première étape du projet de passer de ce tuilage un peu chaotique à une grille sans recouvrement. Pour ce faire, on a normalisé nos données, on les a réencodées en 8 bits en se disant que la facilité de traitement compensait l'information qu'on perdait, et on les a sauvés en Cloud Optimized GeoTiff. Ce format, ça nous a permis d'utiliser l'outil open source ttyler. C'est un outil de tuilage XYZ à la volée. Ça veut dire qu'après, sur notre grille, on pouvait appeler chaque tuile par leur identifiant XYZ simplement avec l'algorithme. Maintenant qu'on a nos images prêtes, on est passé au traitement des routes. Donc, comme vous avez pu le voir sur la première slide, les routes dans le TLM, ce sont des lignes. Or, l'algorithme, pour ces labels, il a besoin d'emprise territoriale, c'est-à-dire de polygones. Heureusement, grâce au type de route qui donne sa largeur approximative, c'est-à-dire sa largeur à plus ou moins 2 mètres, on a pu transformer ces routes en polygones suffisamment précis. Ensuite, on a fait un choix. Sur chaque tuile, il y a beaucoup de routes, enfin, il y a souvent beaucoup de routes sur une tuile. Et donc, soit on demandait à l'algorithme d'apprendre à distinguer les routes de 3 mètres artificielles et les routes de 3 mètres naturelles, soit on lui demande de distinguer juste les routes artificielles et naturelles sans essayer en plus de lui apprendre le type de la route. C'est le choix qu'on a fait. On s'est dit, c'est sûrement plus simple à l'algorithme s'il voit toutes les routes de la tuile labellisées et qu'il cherche simplement à apprendre si elles sont artificielles ou naturelles. Donc, à l'origine, pour nos lignes, on a 6485 routes artificielles et 289 routes naturelles. Une fois qu'on a transformé en polygones toutes les routes visibles sur chaque tuile, contenant une route de 3 mètres, on a 5597 routes artificielles et 1239 routes naturelles. Donc, ce qu'on constate, c'est surtout au niveau des lignes, mais toujours aussi au niveau des polygones, on a un énorme déséquilibre. C'est un problème. En quoi c'est un problème? Eh bien, que si un algorithme disait en fait les routes sont tous artificielles, il aurait raison 5 fois sur 6. Or, ce qu'on veut, c'est un algorithme qui apprend à reconnaître les routes, pas un algorithme qui apprend que la plupart sont artificielles, donc si je dis artificielle, j'aurais probablement raison. Pour éviter ce cas de figure, on a plusieurs possibilités. On peut modifier le corpus, donc le jeu de données d'origine, en supprimant des routes artificielles ou en dupliquant des routes naturelles. La première solution, elle est applicable, mais il faut toujours être prudent, parce qu'il faut que l'algorithme puisse apprendre chaque cas de figure qu'il verra dans le futur. Et donc, lorsqu'on supprime des routes, il faut faire attention à ne pas supprimer entièrement des cas de figure. La deuxième solution, elle est applicable, mais elle n'est pas très bonne parce qu'en fait, on ne crée pas de nouvelles informations, on duplique juste l'information qu'on a. La deuxième possibilité, c'est de modifier la fonction de coût, donc cette fonction qui va gérer l'entraînement et qui va l'aider à chercher le bon minimum. On pourrait mettre des poids dans cette fonction de coût afin qu'elle privilégie les routes naturelles. Cependant, suivant l'algorithme que vous utilisez, la fonction de coût est en fait difficilement accessible et difficilement modifiable. Et le troisième choix, c'est de choisir une métrique adaptée. Donc, quand on va évaluer la qualité de notre modèle, on va mettre une importance particulière, de nouveau grâce à un poids souvent, sur les routes naturelles. C'est le choix qu'on a fait ici. Donc maintenant que nos données sont prêtes et qu'on a choisi notre méthode, on va choisir notre algorithme de deep learning.
au STDL, on a un détecteur d'objets, comme on l'appelle, qui est basé sur Detectron 2 et qui est disponible sur notre GitHub. Détecteur d'objets, en fait, c'est un peu un abus de langage, parce qu'il fait, c'est pas de la détection d'objets, où on reçoit la boîte englobante de l'objet, c'est de la segmentation d'instances, comme on voit sur l'image à droite, où on va avoir les pixels appartenant à l'objet précisément. Donc, ce détecteur d'objets qui fait de la segmentation d'instances, il est basé sur Detectron 2 et le STDL a adapté Detectron 2 aux données géographiques. C'est quoi Detectron 2? C'est une librairie Python qui fournit des algorithmes de détection et de segmentation prêts à l'emploi et c'est développé par Meta. Donc, l'avantage, c'est qu'au lieu de tout développer, on a déjà tout qui est pré-mâché et on doit simplement l'adapter à notre problème. C'est aussi une librairie qui est très bien documentée parce qu'elle est très largement utilisée. Les inconvénients de ce genre de méthode, de ces librairies pré-préparées, c'est qu'elles ne sont pas entièrement adaptables. On peut parfois pas mettre les mains vraiment dedans pour les modifier. Et c'est par exemple pour ça qu'on n'a pas pu modifier la fonction de coupe. Aussi, Detectron 2 n'est plus vraiment à l'état de l'art, même s'il continue de donner des excellents résultats et il continue d'être très largement utilisé. Donc, maintenant que j'ai tout prêt pour me lancer, il faut que je fasse mes datasets d'entraînement, de validation et de test, comme Niels les a expliqués. Comme dans mon cas, j'ai beaucoup de données, je me suis dit que c'était probablement pas nécessaire d'utiliser toute la zone pour l'entraînement. Ça aurait fait un jeu de données très lourd, donc l'entraînement aurait été très long et les bénéfices auraient probablement été faibles. J'ai donc décidé d'utiliser les 2 carreaux du milieu comme zone d'entraînement et les 2 carreaux extérieurs comme une seconde zone de test pour que je puisse constater les performances du modèle sur une zone entièrement nouvelle. Donc sur mes 2 carreaux du milieu, la zone d'entraînement, j'ai séparé les tuiles dans les 3 jeux de données habituels, l'entraînement, la validation et le test. Et dans notre cas, on a pris la répartition 70-15-15. Mes données sont prêtes et réparties dans les datasets, dans les jeux de données, donc je passe à l'entraînement. Pour l'entraînement, Detectron 2 met des modèles pré-entraînés à disposition, donc des modèles qui ont déjà vu des millions d'images et qui sont déjà un peu adaptés. On va réentraîner ce modèle, on va faire ce qu'on appelle du transfer learning pour l'adapter précisément à notre problème et à nos données. Donc avec ce modèle pré-entraîné et nos données, on va faire un premier set de prédictions. Ces prédictions, on va les comparer avec la vérité de terrain, donc avec les données justes. Il va y avoir une différence entre les deux, c'est le coût d'entraînement sur le jeu de données d'entraînement et le coût de validation sur le jeu de données de validation. Sur la base de ce coût d'entraînement, l'algorithme va adapter les poids du modèle et faire des nouvelles prédictions. On va faire plusieurs itérations dans cette boucle en essayant d'être toujours plus précis. Et lorsqu'on atteint le nombre d'itérations totales, on sauve un modèle final et le coût d'entraînement et le coût de validation se sauvaient dans des graphes. Donc, on va généralement toujours sauver un modèle final, mais en fait, ce modèle final, ce n'est pas le bon modèle. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir ce problème de surentraînement du modèle, du fait qu'il ait appris par cœur les solutions, donc appris par cœur les labels du jeu de données d'entraînement. Pour éviter de tomber dans ce piège, on a le graphe du coût de validation. Et sur la base de ce graphe, on va pouvoir choisir le meilleur modèle qui est un modèle transitoire qu'on aura sauvé pendant l'entraînement. Souvent, quand on parle de l'IA, on a l'impression que l'IA peut un peu fonctionner toute seule, on l'entraîne et puis c'est bon, mais ce n'est pas forcément le cas en fait. L'IA est quand même gérée par des paramètres, hyperparamètres, et il faut quand même que le data scientist règle ces paramètres. Par exemple, ici, vous avez 3 entraînements, et pour chaque entraînement, vous avez en haut le coût d'entraînement et en bas le coût de validation en fonction des itérations de l'algorithme. Donc, sur le premier entraînement, on voit que le coût d'entraînement, déjà, il varie beaucoup.
il sautille beaucoup et en plus, il stagne, on n'a pas vraiment l'impression qu'il s'améliore. Le coût de validation, juste en dessous, il est décroissant, mais il n'atteint pas ce minimum qui indiquerait le bon modèle. Ensuite, pour le deuxième entraînement, où j'ai changé le paramètre des nombres d'images par batch, au début, on a une meilleure décroissance sur le coût d'entraînement, mais au final, ça stagne toujours un peu. Et pour le coût de validation, on atteint un minimum, mais il remonte toujours pas. Et du coup, lors du troisième entraînement, j'ai changé un paramètre qui s'appelle le Base Learning Rate, qui détermine le rythme auquel l'algorithme apprend. Je lui ai demandé d'apprendre plus vite. Et là, on a une décroissance bien correcte sur le coût d'entraînement et le coût de validation atteint un minimum et remonte, ce qui indique que l'algorithme a fini d'apprendre et qu'il a commencé à apprendre par cœur les labels. Donc là, je peux me dire, ah, ça c'est le bon entraînement et je peux choisir le bon modèle, c'est-à-dire celui qui est au minimum du coût de validation à environ 7000 itérations. Donc c'est parfait, maintenant j'ai mon modèle et je vais pouvoir passer à appliquer ce modèle sur les datasets pour faire mes prédictions. Donc ici en haut, vous avez un exemple de prédiction et normalement vous voyez ma souris. Donc ces prédictions, comme l'a montré Niels, elles délimitent les routes, elles sont parfois un peu tremblantes parce qu'elles ont été faites pixel par pixel, c'est la vectorisation des masses. Et ici, on voit la délimitation des tuiles. Les prédictions sont coupées au bord des tuiles parce qu'on les a fait tuile par tuile. En vert, on a les routes qui sont bien détectées, donc au bon endroit avec un bon revêtement. En orange, on a les routes qui ont été détectées au bon endroit mais avec le mauvais revêtement. En rose, par exemple en haut à droite, on a les routes qui ont été détectées là où il n'y avait pas de label, donc nos données disent que là, ce ne sont pas des routes. Et en violet foncé, on a les routes qui manquent. Donc, nous, on avait un label, mais l'algorithme n'a pas détecté de route à cet endroit. Donc déjà, le résultat, là, il est très bien en apparence. Mais c'est un peu dommage que, par exemple, les routes qui ont été manquées, elles n'auraient sûrement pas été manquées si elles avaient été ailleurs sur la tuile. Et c'est aussi dommage qu'on n'ait pas les géométries exactes, alors qu'au fond, on les connaît pour toute la Suisse. C'est pour ça qu'on a décidé d'appliquer une étape supplémentaire et on a agrégé nos prédictions aux géométries originales des routes de 3 mètres. Donc c'est le résultat qu'on voit ici en bas et cette méthode nous a permis d'améliorer nos résultats en supprimant par exemple les routes roses, celles qui étaient des faux positifs, des routes là où il n'y avait pas de label de route. Et ça nous a permis de limiter l'impact des faux négatifs, des routes manquées par l'algorithme. Par exemple, ici en haut, où seule la moitié de la route avait été détectée à l'origine, en agrégeant ça sur la géométrie d'origine, on a toute la route avec le bon revêtement. Donc ça, ce sera nos prédictions finales. Et maintenant qu'on les connaît, on peut calculer leur qualité. Alors, calculer leur qualité, c'est une bonne chose, mais ce qu'on cherche, c'est s'améliorer. Et pour s'améliorer, il faut commencer par définir une baseline. La baseline, souvent en classification, ça peut être le résultat de l'opérateur paresseux. L'opérateur paresseux, généralement, il va classifier vos objets au hasard. Sauf que ici, ça n'a pas vraiment de sens de classifier les objets au hasard, étant donné que on sait que la large majorité des routes sont artificielles. Donc, on s'est dit que la baseline la plus sensée, ce serait que toutes les routes soient classifiées comme artificielles. Si toutes les routes étaient classifiées comme artificielles, on aurait une précision globale de 97%. Donc, autant dire que c'est déjà très très bon et que c'est très très difficile à améliorer. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas utiliser cette valeur comme métrique. On a décidé de subdiviser cette valeur. On a gardé la précision. La précision, c'est sur toutes les routes qu'on a cherché à détecter, lesquelles ont été détectées avec le bon revêtement. Et on a décidé de aussi prendre en compte le rappel, c'est-à-dire sur... Non, la précision, c'est sur toutes les prédictions que j'ai faites, lesquelles sont des bonnes routes avec les bons revêtements. Et le rappel, c'est sur toutes les routes que je cherchais à détecter, lesquelles ont bien été détectées avec le bon revêtement.
Et si j'applique cette précision et ce rappel aux routes artificielles et naturelles, en classifiant tout dans artificiel, je vois que les routes artificielles ont effectivement une précision de 97% et un excellent rappel. Elles ont toutes été bien retrouvées. Mais les routes naturelles, il n'y a aucune prédiction pour les routes naturelles et aucune n'a été retrouvée en tant que route naturelle. Donc, on a des valeurs de 0. Et donc, c'est ce tableau qu'on va chercher à améliorer, en particulier les valeurs pour les routes naturelles. Ces valeurs, je les ai calculées pour tous mes datasets, donc entraînement, validation, test et le deuxième test, la zone d'inférence. Ici, vous avez les valeurs pour la validation, le test et la zone d'inférence. On voit qu'en validation, les valeurs sont pas mal. On est à 0,98, 0,94 pour les routes artificielles et on est à 0,69, 0,64 pour les routes naturelles. Donc, sur toutes les routes prédites comme naturelles, 69% étaient effectivement des routes naturelles. Et sur toutes les routes naturelles que j'ai cherché à trouver, j'en ai retrouvé 64% comme des routes naturelles. Mais ce qu'on voit ici aussi, c'est qu'après, ces valeurs vont décroître quand on regarde le jeu de données de test et elles vont encore décroître quand on regarde la zone d'inférence jusqu'à atteindre 10% de précision et 34% de rappel pour les routes naturelles. Donc, c'est vraiment pas très haut. Au final, sur toutes les prédictions de routes naturelles, seuls 10% étaient effectivement des routes naturelles. Et sur toutes les routes naturelles que j'ai cherché à retrouver, seuls 34% ont été retrouvés en tant que routes naturelles. C'est franchement pas très haut, mais on a présenté ces résultats à nos bénéficiaires. Ah oui. Pourquoi on a cette décroissance, sachant que j'ai regardé la courbe de validation, donc j'ai pris un modèle qui n'était pas surentraîné. J'ai testé sur la première zone de test et bon, ça a décru, mais pas si fort que ça. Alors pourquoi est-ce qu'on est aussi mauvais dans la zone d'inférence? Le but dans la zone d'inférence, c'était de tester sur une zone entièrement nouvelle à une location un peu différente. Donc peut-être que les topologies sont juste trop différentes et que du coup, le modèle n'arrive plus à reconnaître les routes. Une autre possibilité, c'est que malgré toute ma prudence, mes paramètres ne soient pas tout à fait adaptés et j'ai quand même de l'overfitting, donc du surentraînement. Et la dernière possibilité, c'est qu'on a une absence de critères discriminants entre les routes artificielles et les routes naturelles. L'algorithme n'a pas réussi à savoir. Et sur le test, il a eu un peu de chance, mais en zone d'inférence moins. Et du coup, on a des métriques qui sont très mauvaises. Enfin, franchement, pas terrible. Du coup, on a présenté ce résultat à nos bénéficiaires. Et ce qu'on constate, c'est du coup la performance très inégale entre les jeux de données. En zone d'inférence, on a une précision finale de 91%, une précision globale. Mais malgré tout ça, les bénéficiaires s'estimaient satisfaits. Pourquoi? Parce que l'algorithme remplirait les critères de donner des résultats meilleurs que notre baseline sur toute la Suisse et qu'ils auraient une interprétation uniforme, contrairement à un opérateur. Donc, ils ont décidé qu'on pouvait continuer l'application et les prochaines étapes, c'était de tester sur les chemins de 1 et 2 mètres et d'étendre ensuite les résultats à tout le canton de Berne. Donc, ce travail sur les chemins de 1 et 2 mètres, il a déjà été conclu. Quand on regarde les chemins de 1 et 2 mètres, si on prend les lignes du TLM, de Suisse TLM 3D, on a 6599 lignes artificielles et 12 505 lignes naturelles. Et une fois transformées en polygones, on a 7709 routes artificielles et 4907 routes naturelles. On a une grande perte de routes naturelles parce qu'en fait, la plupart d'entre elles sont en forêt. Mais l'excellente nouvelle avec tout ça, c'est que le déséquilibre est nettement moindre et donc les difficultés aussi. Donc, j'ai refait toute la procédure pour ces chemins et j'ai calculé les métriques. Et ici, on a à nouveau les métriques pour la validation, le test et la zone d'inférence, mais cette fois sur les chemins. Et ce qu'on constate, c'est que la perte de qualité
dans la zone d'inférence est nettement moindre qu'avant. On a des plutôt bons résultats pour la zone d'inférence avec aucune valeur qui descend sous 0,69. Ça, c'est une excellente nouvelle et ça veut dire aussi que ce n'est pas notre procédure qui était fausse, mais qu'il y avait bien soit un surentraînement, soit une absence de critères discriminants sur les routes de 3 mètres. Donc, avec ces résultats, nos bénéficiaires sont encore satisfaits et le travail continue. On travaille actuellement à l'extension sur tout le canton de Berne. C'est tout pour moi. Merci de votre attention. Merci Gwenaëlle pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir échanger entre nous sur les différentes questions qui ont été posées. Si vous pouvez évidemment toujours poser les questions dans l'onglet Q&R pendant qu'on échange sur les premiers éléments. Alors, une première question qui avait été posée lors du premier webinaire. Bonjour, on prend souvent l'exemple de la reconnaissance d'objets sur les photos aériennes. Y a-t-il d'autres usages de l'intelligence artificielle qui ressortent dans l'information géographique? Par exemple, serait-il possible de mettre en place des analyses de qualité des données vectorielles, exhaustivité, cohérence, précision, fraîcheur, conformité, unicité, sensibilité? Je crois, Niels, on avait déjà répondu, je crois, à cette première question qui avait été posée en juin dernier. Est-ce que tu pourrais apporter, rappeler la réponse que nous avions apportée? Ou si tu en Oui, as une autre. effectivement, c'est une question qui revient beaucoup. Alors, il faut quand même admettre que l'IA s'est avérée redoutable sur l'analyse d'images. Donc, c'est quelque chose qui, en géoformation, faisait beaucoup de défauts avant. Aujourd'hui, on a avec l'IA des outils qui sont très performants pour faire des choses qui étaient tout à fait inenvisageables avant. Et c'est vrai qu'en géoinformation, on parle beaucoup d'analyse d'images parce que voilà, c'est ce qui est parti le plus vite, c'est ce qui a été immédiatement le plus utile. Effectivement, aujourd'hui, on a un peu l'impression que tout ce qu'on fait avec l'IA en géoinformation, c'est d'analyser des images. Alors, c'est pas le cas. Évidemment pas. L'intelligence artificielle est par exemple utilisée sur les nuages de points, donc la classification, la détection d'éléments dans les nuages de points, ça c'est un autre exemple qui reste quand même assez proche de l'analyse d'images. Mais aussi aujourd'hui, tous les champs qui vont s'ouvrir, qui sont difficiles à prédire évidemment, parce que c'est des choses qui vont évoluer et se mettre en place avec le temps. Il y a par exemple l'utilisation de modèles de régression, c'est-à-dire que quand on a par exemple une couche avec des attributs, une couche vectorielle avec des attributs, on peut tout à fait essayer de vérifier la cohérence, de vérifier la consistance, d'interpoler des valeurs qui pourraient manquer, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui vont apparaître. C'est très certainement des applications qui vont devenir importantes, même en géoinformation. Et il y a une autre chose qui va certainement prendre énormément d'importance également, qui est aussi très difficile à prédire, c'est l'avènement des LLM, donc des langages de modèles, donc c'est ChatGPT et compagnie. Ces éléments-là vont très probablement aussi avoir des implications extrêmement intéressantes au géoinformation. Un exemple tout bête qu'on peut donner ici, c'est la recherche de données, la conception de portails géographiques, c'est-à-dire typiquement à l'adresse des citoyens, un citoyen qui cherche une donnée qui peut être un petit peu complexe pourrait effectivement formuler sa question, sa demande sous la forme d'une question comme s'il s'adressait à un opérateur ou à un expert de géoinformation. Et du coup, ce sera à la charge de ce genre de réseau de neurones, enfin d'outils IA, d'aller chercher les bonnes données, d'aller les compacter, les compulser et d'en fournir une réponse à l'utilisateur pour pouvoir le guider. Donc on pourrait imaginer des portails géographiques qui permettraient à des gens peu formés ou pas formés à la géoinformation d'accéder à des données d'une grande complexité. Il y a aussi un certain nombre de choses qu'on peut imaginer dans le terme du traitement, donc dans la recherche des données, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va probablement beaucoup évoluer. Encore une fois, c'est difficile de savoir dans quelle mesure ça va évoluer, dans quelle direction on va aller. Mais clairement, on a déjà ces modèles de régression qui vont prendre de l'importance, qui vont s'appliquer aux tables attributaires, donc aux bases de données, aux séries de chiffres, aux séries d'informations. Et on a ces outils de type ChatGPT qui vont certainement aussi prendre une grande importance par rapport à ces aspects d'IA utilisés en géoinformation. Après, il y aura certainement d'autres applications qu'on ignore aujourd'hui, qui effectivement ne sont pas évidents à prédire. Merci. Gwenaëlle, tu veux rajouter quelque chose? Non, la réponse de Niels me paraît assez complète. C'est effectivement les projets pour lesquels on est approché par les administrations suisses dans le STDL, c'est effectivement
pour l'instant essentiellement des projets de détection d'objets, soit sur des images, soit dans le nuage de points. Et on commence effectivement aussi à réfléchir à l'application, pouvoir poser une question en langage humain et avoir une réponse en données géographiques par une IA. D'accord. Merci. Alors, deuxième question, l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée pour classifier l'ensemble des classes d'occupation du sol? Qui veut répondre à cette question? Alors oui, évidemment, ça, c'est une des très grandes applications de l'IA, c'est cette classification complète. Donc ici, on appelle ça de la segmentation sémantique. Donc on peut, c'est abondamment utiliser Ah oui, l'intelligence artificielle sur l'image aérienne. On va vraiment entraîner un réseau de neurones à reconnaître différentes catégories sur le territoire. C'est notamment ce qui a été fait par l'IGN récemment. Donc l'IGN a lancé cette initiative COSAI, qu'ils ont calculé une couverture du sol assez impressionnante, qui vont, si j'ai bien compris, rapidement déployer sur l'ensemble du territoire français, qui inclut aussi les territoires d'outre-mer. Donc ça, c'est typiquement une application très intéressante, très performance de l'IA. Alors, il y a des petites lacunes, hein. Il y a des choses, ma foi, quand un élément, un revêtement de route, un type de sol qui est caché par un arbre, qui peut être caché par des éléments territoriaux, ben voilà, l'IA ne fera pas de miracle, elle les manquera, donc il y aura des imprécisions, évidemment. Mais c'est une application, une des premières applications qui a été envisagée pour l'IA appliquée à la donnée géographique, donc à la mesure géographique, c'est vraiment de calculer ces cartes d'usage du sol. Ça, c'est effectivement, ça va devenir une grosse application d'IA. Ce sera des cartes du sol qui vont être calculées chaque année sur la base d'images aériennes, avec des catégories qui vont sans doute devenir de plus en plus fines. d'accord, Gwenaël. Attends, La réponse de Niels me paraît complète. ok. Question suivante. Quel est l'apport principal de l'intelligence artificielle par rapport aux méthodes classiques de traitement d'images? Alors, si je commence, je te laisserai compléter, Gwenaël. Effectivement, ça c'est à chaque fois que quelque chose de nouveau apparaît, on a toujours cette question qui survient en se disant, bah, finalement, on le faisait déjà avant, ça existait déjà avant, etc. C'est vrai qu'effectivement, on faisait déjà de l'analyse d'image, certaines analyses même parfois assez poussées. Euh, Ce qui arrive aujourd'hui, c'est pour ça qu'on avait conclu notre précédent webinaire un petit peu sur cette notion-là, c'est qu'il ne faut pas voir l'IA comme une révolution, mais comme une évolution, donc un renforcement des techniques actuelles. L'IA, ce qu'elle apporte, de façon très claire, c'est une souplesse dans les possibilités d'analyse de l'image. C'est-à-dire que l'image, avant l'IA, on savait l'analyser, mais de certaines manières. On savait en déduire certains types de résultats. On n'était pas capable d'aller chercher autant de richesses qu'on arrive à aller chercher en utilisant l'IA. Donc l'IA n'est pas une révolution, c'est vraiment un aboutissement il faut le voir plutôt comme un aboutissement de l'analyse d'image où on a un outil qui devient tout d'un coup extraordinairement performant, extrêmement intelligent, c'est-à-dire qu'il va réussir même parfois dans des cas très subtils, des objets assez particuliers où on pourrait nous-mêmes se dire que c'est impossible à détecter. L'IA pourrait effectivement aller chercher cette information. Donc ça, c'est le premier avantage de l'IA, c'est de renforcer ces techniques qu'on utilisait déjà par ailleurs, mais de les rendre beaucoup plus efficaces et d'ouvrir le champ des possibles à des éléments qui étaient par le passé inaccessibles. Ce que ouvre aussi l'IA, c'est vraiment tous ces aspects qui sont liés au modèle de langage. Donc là aussi, il y aura certainement dans l'analyse d'image des choses très intéressantes qui vont se passer. OpenAI a déjà présenté un certain nombre de choses très dernièrement qui sont extrêmement intéressantes. Je vous donne un exemple un petit peu nul, mais qui est très parlant. On peut soumettre à ChatGPT une vidéo d'un match de football et ChatGPT vous génère le commentaire en hurlant quand il y a un goal. Donc, il comprend qu'effectivement, il faut hurler quand il y a un goal. Donc, ça vous donne un petit peu une idée d'où on en est en termes de langage, de modèles de langage qui sont coupés à de l'analyse d'image. Donc, là aussi, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et c'est-à-dire que dans l'analyse d'image, ce qui pourra être intéressant à faire dans l'avenir, c'est de coupler ça avec des requêtes complexes et du coup de pouvoir faire des requêtes complexes sans avoir à devoir se coltiner tous ces apprentissages, toutes ces mises en forme de données. On pourra peut-être aussi demander des analyses d'images à la volée, c'est-à-dire un expert métier, un citoyen, n'importe qui pourrait aller sur une interface, dire bon bah moi j'ai besoin de telle analyse sur tel type d'image et il l'écrit en langage naturel, donc il formule une question comme s'il s'adressait à quelqu'un et du coup l'intelligence artificielle derrière va se charger d'aller chercher les données, de produire l'analyse, d'analyser les données jusqu'à produire les résultats qui sont nécessaires pour la personne. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Ah, mais elle est partie. Perdu Gwenaël. On a perdu Gwenaël? On va essayer de se reconnecter. Oui, on a perdu Gwenaël. Voilà, elle va se reconnecter. Merci Niels.
Question suivante. Quelles sont les règles bonnes pratiques pour définir la bonne taille du corpus ou du dataset au-delà de la capacité de traitement de la machine? Alors ça, c'est une question excellente parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. C'est extrêmement difficile de savoir jusqu'où il faut aller. Aujourd'hui, en termes de constitution de corpus, on y va quand même encore à tâtons. C'est pas une opération facile. Ce qu'on va faire, la stratégie qu'on va faire en général, c'est qu'on va exagérer, c'est-à-dire qu'on va considérer un nombre de tuiles exagéré pour être sûr qu'on en ait le bon nombre. Aujourd'hui, comme je l'ai cité dans la partie théorique, l'optimisation du nombre de tuiles est quelque chose qui est encore un domaine de recherche. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout arrêté. Donc, on n'a pas du tout de recette miracle. Donc, on va vraiment ce qu'on fait vraiment, usuellement, c'est ce que j'ai décrit pendant le webinaire, c'est qu'on va essayer de se laisser guider par notre intuition, tant en termes de résolution, tant en termes de taille de tuiles, donc ce découpage de la zone de travail, et on va essayer de regarder ce que l'on obtient avec cette première approche par intuition. Et si on n'est pas trop faux, on va essayer de regarder autour de ces paramètres, donc faire des entraînements un petit peu dans tous les sens, de façon systématique, en faisant varier tous les paramètres de découpage, et pour essayer de regarder dans quelle mesure on arrive à avoir les meilleures performances. On pourrait aussi faire ce jeu-là en allant chercher dans le corpus un sous-échantillonnage des tuiles que l'on a définies et faire un entraînement avec, et regarder si les performances sont bonnes. Et on pourrait essayer de faire toutes les combinaisons possibles de sous-échantillonnage du corpus et regarder le score, comment il évolue. Et de cette manière-là, on pourrait effectivement trouver le corpus absolument parfait qui réalise les meilleures performances avec le moins de tuiles possible. Mais l'analyse combinatoire fait que si vous voulez sortir toutes ces combinaisons possibles, vous en aurez des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Il faudra faire des milliards et des milliards et des milliards d'entraînements. Du coup, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu la procédure, elle n'est pas encore arrêtée. Je pense que les outils nous aideront de plus en plus à constituer ces corpus. C'est vraiment une base d'intuition et ensuite on va essayer d'optimiser autour de cette intuition pour essayer de trouver les paramètres qui sont les plus efficaces. Je ne sais pas si tu peux peut-être essayer de compléter aussi, Gwenaël. Est-ce que tu as entendu la question? Oui, j'ai entendu Ouais. la question. Désolée, c'est la deuxième fois que Teams crash ce matin, alors que d'habitude, il n'avait ce problème. Pas de souci, t'inquiète pas. Mais oui, en travaillant avec des experts métiers, c'est toujours la première question qu'on a, mais il faut labelliser quelle quantité, parce que c'est un très gros travail. Et la réponse, c'est toujours on ne sait pas. On peut toujours estimer la stabilité la qualité, mais aussi la stabilité du résultat a posteriori pour savoir est-ce qu'on a suffisamment ou pas. Mais c'est très difficile, voire impossible, a priori, de savoir de combien on va avoir besoin. Du coup, ce qu'on dit toujours à nos partenaires, c'est labelliser autant que possible. Assurez-vous d'avoir toutes les typologies, tous les types possibles. Ensuite, faites autant que possible et on verra. D'accord. Gwenaël, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Base Learning Rate? Sur quoi concrètement joue-t-il? Donc, quand on prend un modèle pré-entraîné, alors, quand Niels vous a montré ce réseau de neurones, donc qui était large au début, qui se resserrait et qui se réélargissait après, l'encodeur et le décodeur, en fait, sur ces nœuds, il y a des poids. Et ces poids vont déterminer la classe de sortie des objets, des pixels. Le Base Learning Rate, il va, sur la base de la fonction de coût, adapter ses poids. Donc, plus il est élevé, plus ses poids vont s'adapter vite. Donc, si on va trop lentement, si le Base Learning Rate est trop bas, bah, on va stagner. C'est ce que j'ai montré dans mes exemples, je stagnais. À l'inverse, s'il est trop rapide, c'est comme si on cherchait à atteindre un point et qu'on pouvait que aller vers l'avant. Si on fait des pas trop petits, on va jamais y arriver. Et si on fait des pas trop grands, ben, on va arriver plus loin sans pouvoir forcément revenir en arrière. D'où l'importance de vraiment trouver le bon learning rate quand j'entraîne mon modèle. D'accord, merci. Question suivante. Je sais que l'intelligence artificielle peut s'appliquer à l'analyse des changements. Pouvez-vous nous expliquer les principes de base par rapport à la détection d'objets? Alors, c'est pas quelque chose dans lequel je suis spécialisé. Je ne sais pas si tu en as fait un petit peu de ton côté, Gwenaël, mais l'idée, c'est
c'est qu'on va rester dans cette notion de production de masques, sauf que là, on sera dans une situation un petit peu plus particulière, c'est qu'il n'y a pas une image qui va entrer dans le réseau de neurones, mais deux. Et du coup, de ces deux images, il va falloir extraire un masque qui va marquer la présence de changement. Alors, ce qui est intéressant et encourageant, en tout cas d'après ce que j'ai pu lire dans la littérature scientifique, c'est que justement l'IA est capable d'aller chercher des changements qui nous intéressent. C'est-à-dire, quand on compare deux images aériennes, souvent la majorité des changements seront dominés par des changements de colorimétrie, des changements de teinte, des changements de qualité d'image, des changements de variations saisonnières. Et ça nous intéresse pas. C'est pas ça qu'on entend par changement. Quand on entend changement, c'est un travaux, une maison qui a disparu, une maison qui a été construite, une route qui a été réaménagée, etc. Et du coup, d'après les premiers résultats qu'on a en utilisation de l'IA pour détecter ces changements, on a des résultats très encourageants. Effectivement, l'IA est capable de discerner les deux éléments, changement, variation usuelle entre différentes images et changements véritables qui sont réellement sur le territoire, où là, le réseau de neurones est effectivement capable de produire un masque. Donc, il va produire un masque en disant, bah, voilà, les pixels blancs sur ce masque, ce sont, selon moi, la zone sur laquelle je pense qu'il y a eu un changement effectif sur le territoire. Et charge à nous de faire ces éléments de post-traitement, donc traduire ces éléments de masque en des géométries qu'on va ensuite pouvoir transformer en des géométries de changement utilisables. Je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose par rapport à ça, Gwenaëlle. Non, non, Okay. ça me paraît complet. Alors, merci. Le cas d'usage, question suivante, le cas d'usage de la détection des routes est intéressant. Serait-il possible de transposer simplement ce cas d'usage sur d'autres territoires? Alors, le risque de le transposer tel quel, c'est toujours cette histoire de typologie. Est-ce que la typologie reste la même? Si c'est pas le cas, il faut le réentraîner. Après, même si on doit le réentraîner, le STDL a tous ses algorithmes sur GitHub et pour une personne qui a des connaissances au moins de base en IA, elle pourrait, depuis notre GitHub et la documentation qu'on a produite, reproduire ce cas. En plus des connaissances de base en IA, il vous faut une machine capable de le faire. Pas n'importe quel ordinateur peut faire de l'IA. Le nerf de la guerre, c'est généralement qu'il faut un GPU. Et c'est ce GPU qui va permettre de faire d'appliquer toute la puissance de calcul nécessaire à l'IA. Mais ça tombe bien puisqu'il y avait la question suivante était justement concernant le hardware, CPU, RAM, GPU, quelles sont les caractéristiques importantes et qu'utilisez-vous par exemple? Donc nous, comme on utilise Detectron 2, il est basé sur un système qui s'appelle CUDA, une architecture CUDA, et donc il faut un GPU adapté à CUDA. Après, comme CUDA a été développé par NVIDIA, je pense tous les GPU NVIDIA actuels prévus pour de l'IA sont capables de gérer CUDA. Donc, par exemple, avant, on avait des machines fixes et on avait un GPU NVIDIA 3090. Et actuellement, comme les machines fixes, ça a quand même des contraintes, notamment pour des gens qui ne travaillent pas toujours au même endroit ou ce genre de choses. On travaille sur des machines virtuelles chez un hébergeur qui, lui, a des GPU T4, NVIDIA T4 ou L4, et ça fonctionne tout aussi bien en ligne. Il suffit d'avoir une bonne connexion si on ne peut pas se permettre d'avoir un gros PC chez soi. D'accord. Niels, tu veux apporter d'autres précisions par rapport à ce que nous utilisons chez Arcité par exemple? Oui, alors même plus généralement, effectivement, ce qu'a dit Gwenaëlle est tout à fait juste. C'est le GPU, c'est le nerf de la guerre, ça, il n'y a absolument pas de discussion là-dessus. Le GPU va beaucoup plus vite, donc il est beaucoup plus efficace dans les traitements parallèles qui sont massifs en IA. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Une chose quand même à signaler, c'est que de l'IA tourne sur CPU. Vous pouvez faire tourner ça sur un CPU misérable, c'est tout à fait possible. Ça va vous coûter très cher en temps. C'est plus l'outil de calcul que vous avez utilisé, si c'est un CPU qui est relativement peu véloce, ça va vous prendre énormément de temps, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé. Aussi, en termes de mémoire, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une certaine mémoire quand on entraîne un réseau de neurones? Donc, vous vous souvenez, quand on a cette minimisation de la fonction de coût, donc on va
soumettre tout le corpus au réseau de neurones et on va calculer l'erreur globale qu'il commet sur l'ensemble du corpus. Dans la réalité, c'est faux, c'est pas ça qu'on fait. C'est totalement impossible de faire entrer un corpus tout entier dans un réseau de neurones d'un seul tenant. Donc, ce que l'on fait en IA, quand on entraîne un réseau de neurones, c'est qu'on va découper notre corpus en petites unités. Donc, on va prendre, par exemple, ce qu'on appelle des batchs. Donc, c'est des groupements d'exemples. Donc, on prend, par exemple, 4 images avec leurs annotations qu'on va soumettre au réseau de neurones et c'est sur la base uniquement de ces 4 images qu'on va faire l'ajustement des poids. Donc ça paraît un peu contre-intuitif parce qu'on se dirait pour converger vers la solution idéale, il faudrait tout regarder en même temps. En IA, ce n'est pas ce qu'on fait, on se restreint à des tout petits morceaux du corpus et on avance pas à pas le long de la descente de cette fonction de coût. Et ça, bon, mathématiquement, on a des preuves de convergence, donc on est rassuré par rapport au fait que ça fonctionne. Donc le GPU, c'est là-dessus qu'il va influer, c'est sur notre capacité à considérer des batchs qui sont suffisamment gros. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui fonctionnent bien quand on montre une image à la fois ou 2 images à la fois. Certains problèmes vont nécessiter de devoir montrer 4, 8, 16 images à la fois. Et du coup, ces images sont lourdes, il va falloir les faire monter vers le GPU. Donc, il faut qu'elles soient hébergées dans la mémoire de l'ordinateur. Elles doivent être transférées dans la mémoire du GPU pour que le GPU ait accès à ces images, puisse les traiter, puisse faire le pas d'optimisation et ensuite passer au batch suivant. Donc, c'est beaucoup là-dessus qu'on va jouer sur la mémoire vive, c'est sur cette capacité de pouvoir donner plus ou moins d'exemples pour faire ces pas d'entraînement qui va être prépondérant pour choisir un petit peu la quantité de mémoire dont on va avoir besoin. Merci pour cette réponse. Allez, on prend encore 2 dernières questions et puis avant d'arrêter le webinaire. Est-ce qu'il y a des contraintes, recommandations à prendre en compte pour détecter des objets qui sont en mouvement? Alors sur une image, il n'y a pas de mouvement, donc théoriquement sur une image, il n'y a pas de raison de traiter les objets qui effectivement in situ bougeaient, puisqu'ils sont figés sur l'image, donc il n'y a pas tellement de raison de s'inquiéter de cela. On peut traiter cela Sur comme une vidéo? Oui, alors une vidéo, mais une vidéo est faite d'images Image, fixes. d'accord. Ah oui. Donc, on ne peut pas. Alors, effectivement, aujourd'hui, effectivement, l'IA est capable de traiter des vidéos, donc d'analyser effectivement des éléments qui sont vraiment purement dynamiques. La plupart du temps, cependant, on va quand même garder cette vision image par image. Donc, on va analyser l'image, son contenu, on va analyser l'image suivante, son contenu, et on va en dériver le changement de ces 2 analyses d'image. Aujourd'hui, il commence à y avoir des intelligences artificielles qui sont capables vraiment d'aller chercher le mouvement plus viscéral, si on peut le dire comme ça, vraiment directement de la vidéo. Mais aujourd'hui, pour traiter du mouvement, on peut le plus souvent s'en sortir en traitant la vidéo comme une succession d'images et donc faire de l'analyse, de la détection d'objets de façon usuelle. Il faudra quand même faire attention à une chose, c'est le flou cinétique. Si on a un flou cinétique important, c'est-à-dire par exemple si les voitures vont vite et du coup quand on les photographie, quand on les fige, quand on extrait une trame d'une vidéo, on peut avoir un flou cinétique qui va étaler la voiture et du coup on pourrait avoir une baisse de sa visibilité de ses caractéristiques et qui pourrait avoir un impact négatif sur la détection d'objets et donc sur l'analyse de ces éléments en mouvement. Mais normalement, la plupart du temps, on peut s'en sortir par ce biais-là. On continue de voir la vidéo comme une succession d'images et on interprète ensuite les résultats qu'on obtient sur chaque image. Et j'ajouterais peut-être les différentes architectures, elles ont un différent temps d'entraînement, mais elles ont aussi un différent temps qu'elles mettent pour faire des prédictions. Et du coup, en règle générale, dans les objets géographiques qui ne bougent pas, c'est pas important si on met 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire nos prédictions, mais peut-être si vous faites de l'analyse de vidéos selon les applications, ça peut être important de choisir un réseau qui est rapide lors des prédictions. D'accord, très bien, merci. Allez, dernière question avant de nous quitter. L'utilisation de l'IA nécessite-t-elle un accompagnement pour les premiers projets? Et si oui, sous quelle forme? Alors oui, la réponse est oui, très clairement oui. Vous aurez besoin d'un accompagnement. L'IA est un peu déroutante. C'est pas une méthodologie qui va vous produire un résultat qui sera soit juste, soit faux. L'IA vous produira toujours des résultats, il faudra toujours un petit peu les interpréter. Et c'est surtout que l'IA nous confronte à nos faiblesses en tant qu'être humain, notamment quand il s'agit de, par exemple, cette partie d'annotation, c'est ce qu'on avait vu au précédent webinaire qu'on a rappelé aujourd'hui.
Quand on s'attaque au bâtiment, par exemple, on se dit les bâtiments, c'est clair, je sais ce que c'est qu'un bâtiment, il n'y a aucune difficulté, c'est un concept absolument clair, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais quand on commence à faire des annotations, tout d'un coup, on comprend qu'en fait, on ne comprend pas les bâtiments. On n'a pas compris le concept de bâtiment. Parce qu'on ne sait pas si on doit annoter le machin ou pas, si ça c'est un bâtiment, si on n'est pas un. Est-ce que l'expert métier va considérer que c'est un bâtiment ou pas, etc. Donc oui, déjà rien que pour ces étapes-là, pour un petit peu affronter ces aspects un petit peu déroutants de l'utilisation de l'IA, c'est mieux d'avoir un accompagnement. Un accompagnement aujourd'hui, si vous êtes une administration, des experts métiers, ils vont essentiellement se matérialiser sous la forme déjà d'un accompagnement de la démarche IA, donc formation du corpus, comment le former, avec quel type de données, quelles annotations, est-ce que effectivement le problème auquel vous vous attaquez est a priori résolvable avec de l'IA, ou si au contraire il vaut mieux abandonner, faire un petit peu autrement. Et on va aussi vous accompagner en termes d'outils, c'est-à-dire quels outils il faut utiliser, comment on les utilise, comment on les déploie sur une machine, comment on fait un entraînement, comment on lit les résultats d'entraînement. Donc dans toutes ces premières démarches IA, vous allez être un petit peu inondé par tous ces concepts, à la fois de constitution de corpus, d'optimisation des paramètres, des hyperparamètres du réseau de neurones, le choix du réseau de neurones, l'interprétation des sorties du réseau de neurones, la correction de ses performances, l'interprétation de ses performances. Et sur toutes ces étapes, à mon avis, il vaut mieux être en tout cas accompagné par au moins un data scientist qui pourra au moins vous guider, vous expliquer à quoi se correspondent ces différentes étapes, pourquoi elles sont importantes et pourquoi elles sont, pourquoi elles sont importantes. Très bien, merci. Alors, merci Niels, merci Gwenaël pour ce webinaire. Avant de conclure, juste pour vous rappeler que Arcité reste à votre disposition, à votre service pour vous accompagner sur l'ensemble des axes de l'intelligence artificielle pour l'information géographique. Donc, 3 axes que sont l'appui à la stratégie de GeoIA autour de la donnée géographique, un axe de service de solution autour de la GeoIA, et puis évidemment des formations en GeoIA autour des différents outils que vous pourriez utiliser tous les jours. Je voudrais remercier encore une fois le STDL et puis Gwenaël de nous avoir accompagnés dans ce second volet de webinaire. Merci à vous d'avoir participé à ce second webinaire. Nous restons évidemment à votre écoute pour vous accompagner dans le cadre de votre stratégie GeoIA. Et puis, je vous invite à nous retrouver sur les différentes pages Arcité des réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou X. Et puis portail arccité.com et puis formation.sijv.com si vous souhaitez que nous vous accompagnions dans le renforcement de vos capacités. Merci encore une fois de votre écoute et puis je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.